Donc c'est marqué dans le pasouk à propos des matzot. Ushmartem et matzot. Vous garderez les matzot. Il est très connu cette dracha des Chachamim qui disent Al tikre matzot et la mitzvot. D'accord? Ne dites pas matzot, mais mitzvot. C'est quand on écrit le mot matzot, il s'écrit exactement avec les mêmes lettres que le mot mitzvot. Donc les Chachamim ont fait un parallèle entre la notion de la matzah et la notion de la mitzvah. Maintenant c'est compliqué parce que la matzah c'est une mitzvah parmi les mitzvot. Vous savez qu'il y a 613 mitzvot et dans les 613 mitzvot il y a une mitzvah qui s'appelle matzah. Maintenant quand les Chachamim ils ont dit Ushmar temet matzot, c'est marqué dans le pasuk vous garderez les matzot. Alors ils ont dit que on a fait comme une généralité à partir de la mitzvah de matzah, on a fait une généralité sur toutes les mitzvot. Que mitzvah ba'al yadecha al tachmitzena, que une mitzvah qui vient devant toi, ne la laisse pas devenir chametz. Et chametz, on sait que c'est quoi le chametz? C'est quand la pâte, elle devient chametz, donc elle fermente. Comment la pâte, elle fermente? Par une seule chose, par le temps. Ça veut dire que le temps fait fermenter la pâte. Maintenant, le chametz, il est assourd à Pessah, c'est même chayav karet, d'accord, c'est très très grave. Alors maintenant, quand on fait le parallèle, que encore une fois, si les matzot correspondent aux mitzvot, alors le chametz, il correspond à quoi? Le chametz de la matzah, il correspond à quoi dans la mitzvah? Alors on sait que le yetzira, il s'appelle aussi le seor shebeissa, il s'appelle le chametz qui est dans la pâte. Mais il dit là-bas le Maharal de Prague, quand c'est marqué dans le verset que pourquoi les bénis Israël, ils étaient tellement pressés, parce que finalement Hachem il leur a annoncé qu'ils allaient partir, après ça a duré 1 an, le temps de faire les plaies, et puis pitom d'un seul coup, paf, que Yatsu Bechipazon, ils sont sortis avec empressement, et la Torah elle témoigne qu'ils ont sorti tellement vite qu'ils n'ont pas eu le temps de laisser lever la pâte, et c'est pour ça qu'on mange des matzot qui sont des pâtes non levées. Ça va? Ça c'est le pshat, le sens simple. Mais le problème, c'est qu'on se pose la question, mais pourquoi tellement ils étaient pressés maintenant? Pitom. Donc c'est peut-être le problème, c'est à l'envers. C'est-à-dire que au lieu de dire que, comme les bénis Israël sont sortis en vitesse, donc nous aussi on mange une pâte qui n'a pas été levée, ouais, peut-être que c'est le contraire. C'est que peut-être que les bénis Israël sont sortis en vitesse pour que nous, on ait l'opportunité de recevoir la mitzvah de la pâte non levée. Vous me suivez? Comme ça, il explique le Rav Simcha Zissel, qui n'était pas séfarade. Il donne cet enseignement extraordinaire. C'est que nous, on croit que la Torah, elle nous raconte qu'il y a eu un événement et de là, on a tiré une mitzvah. En vérité, c'est faux. Parce qu'Hachem, il a créé la Torah 974 générations avant de créer le monde. Donc, il avait déjà cette mitzvah. Seulement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a organisé la sortie d'Égypte pour passer cette mitzvah de matzah. C'est comme si comme vous êtes un professeur, vous faites tout un contexte et une pédagogie pour que l'enfant il reçoive le message. Et bien Hachem, c'est le pédagogue, il va enseigner une mitzvah qui s'appelle la matzah. Pour ça, il a organisé la sortie d'Égypte. Pour la mitzvah. C'est-à-dire que la mitzvah, elle est prioritaire sur l'histoire. D'accord? Donc les non-religieux, ou les culturels, ou les ambiances, ou les copernicars, ils vont dire que nous mangeons en souvenir de la sortie d'Égypte. En réalité, c'est l'inverse. C'est que la sortie d'Égypte, elle a été faite pour la mitzvah. C'est-à-dire que le principal, c'est la mitzvah, c'est pas la culture. Le principal, c'est la kedusha de la mitzvah. Cherki deshanu be mitzvot avetzivanu. C'est pas d'avoir la perpétuité du patrimoine israélite universel qui nous permet de côtoyer et d'apporter dans le monde ces valeurs universelles. Non, ça c'est de la culture, c'est de l'ambiance. Nous, on veut accomplir la mitzvah. Donc Hachem, de la même manière, il a organisé la sortie d'Égypte pour qu'on reçoive cette mitzvah. Maintenant, peut-être dans la vie, c'est la même chose. Peut-être que dans la vie, nous, qu'est-ce qu'on fait? On dit, vous savez, on est passé par des expériences, on a eu des souffrances, et on a eu des bonheurs, on a eu des joies, et de là, on a tiré des enseignements, et de là, on a tiré une expérience. Mais peut-être c'était l'inverse. Peut-être que le bon Dieu, il avait une série d'enseignements à te faire passer, et qu'il a organisé les événements pour que toi, tu prennes l'enseignement. Je ne sais pas si vous me suivez. D'accord, avant que tu naisses, il y a déjà une petite liste. Il dit, celui-là, il faut qu'il comprenne ça, il faut qu'il comprenne ça. Peut-être pour réparer des vies antérieures. Bah, maintenant, on va t'organiser la vie, des événements. Après, tu dis, ah, quel malheur, quelle souffrance. Après, tu dis, oh, j'aurais dû, j'aurais pu, j'aurais cru, j'aurais su. Le bon Dieu, il a un calcul. Ouais. Maintenant, après, la question, c'est de savoir, est-ce que quand elle arrive l'événement, tu tires l'enseignement ou non? Est-ce que tu es assez mature pour dire, ok, j'ai compris, ou tu dis non, c'est de la faute de l'autre, personne ne comprend, j'ai mal vécu, le bon Dieu n'existe pas, ça s'est fait tout seul, c'est un concours de circonstances. Et c'est dommage, parce que quand tu rates un enseignement, on est obligé de te le renvoyer. Je ne sais pas si vous me suivez. Et comme tu comprends moins bien, on est obligé de t'expliquer mieux. Plus clairement. Alors si on est chacham,
Ouais, ce qu'on appelle l'khfif. Donc on capte. Ok, j'ai compris le message. C'est bon, c'est pas la peine de m'expliquer mieux. J'ai compris. Parce que vous avez compris maintenant que l'intensité du message, elle dépend de la finesse et de la réactivité de la personne. Un bon élève, tout de suite il comprend. Le prof, il a compris, il se met au travail. Un mauvais élève, il attend d'être envoyé de l'école, marié avec l'ahmara, pour dire j'aurais dû réfléchir avant. J'étais immature, j'étais idiot, j'étais paresseux. Pourquoi attendre la prochaine vie? En plus, tu ne sais pas si tu vas revenir en homme, peut-être tu vas revenir en animal, en crapaud, peut-être. Toi qui t'es plaint toute ta vie d'en avoir bavé. Et tous les doutes que tu avais, tu rentres toute ta vie de dire est-ce que Dieu existe, est-ce que Dieu s'intéresse à moi, est-ce que mes parents ils m'aiment, est-ce que tous ces doutes-là qui t'ont pourri la vie, toute ta vie à dire ouais peut-être, et bien c'est ça ce qui va t'arriver en tant que crapaud. Est-ce que vous connaissez le cri du crapaud? Vous avez écouté déjà le cri du crapaud? Non? Non? Non, les gens ils croient que c'est croix, c'est-à-dire ça remet la croyance en doute. Je veux écouter en exclusivité pour vous ce soir à Villiers-le-Bel, je vais vous faire le cri du crapaud. Écoutez bien. Écoutez bien. C'est très très fin. Perhaps. C'est le crapaud. Peut-être. Toute sa vie, il avait des doutes, monsieur. Et au lieu de prendre des antiseptiques, il est resté sceptique. Eh bien, les sceptiques, ils vont en baver, baba. Parce qu'il faut être sûr. Dieu existe, vas-y, fonce. Dieu n'existe pas, vas-y, fonce. Mais toi, qu'est-ce que tu fais toute ta vie? Oui, non, oui, non, oui, non. Tu veux toujours le compromis. Mais le compromis tient ses promesses. Puisqu'on te l'a promis. Donc, à un moment ou à un autre, il faut trancher. C'est ce qu'il a dit à Hachem. Natati lefanecha et achaim vetamavet, ou bacharta bachaim. Ouais, j'ai mis devant toi la vie et la mort, et tu choisiras la vie. Qu'est-ce qu'on aurait pu dire? Ah non, le bon Dieu ne doit pas se mêler. Il nous met devant nous le choix, et c'est tout. Non, comme ton père. Tu dis, écoute mon fils, tu peux dépenser ton argent, tu peux acheter un appart, mais je te conseille d'acheter un appart. Ah papa, j'ai envie de kiffer, j'ai envie de truquer, j'ai envie de m'amuser. Ok, mais écoute ton père. Mais voilà, tu as 30 000, mets-les dedans. On va t'arranger un prêt, et après, dans 10 ans, tu as un appart. Après, avec celui-là, tu achètes un 2, un troisième, un quatrième. Voilà, tu peux prendre une part dans un restaurant, tu peux mettre 10% dans une affaire. Il y a une start-up qui démarre, mets-lui 50 000, le mec, il n'est même pas conscient de ce qu'il va faire. Maintenant, il a 1 milliard. Tu vois, tu viens, tu lui dis, attends, j'ai 500 millions. Il dit, mais non, t'as pas mis les 50 000 à l'époque. Ah, mais j'y ai pas cru. Eh ben, va chez ta mère. Tu quoi, alors, quand je dis rien, dis rien. Start, hop. Gage des. Allez, va-t'en. Ouais, mais à l'époque, toute la vie, c'est comme ça. Toute la vie, c'est comme ça, à Botaï. Toute la vie, on t'a dit, la fille, elle est bien, elle est sérieuse, elle est religieuse, elle est sympathique, elle est belle, elle a des qualités morales incroyables. Vas-y. Ah oui, mais c'est la première, peut-être je peux avoir mieux, peut-être. Quand tu vois le pou qu'il a épousé, tu dis, c'est pour ça qu'il a fait le difficile, monsieur? Pour lui t'envoyer un cadeau. Tellement ta mère, elle a prié, elle est devenue une veilleuse. Hachem, il t'envoie le cadeau, et qu'est-ce que tu fais, toi? Ah non, qui a dit? Peut-être que c'est pas elle. Je suis encore jeune, je vais profiter de la vie, comme si se marier, c'était rentrer au pénitencier. Il y en a qui mettent ça à la choupa, la musique de la choupa. La 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 la. Il y a un temps de réactivité quand même, hein. On sent que le papier il a jauni. Donc c'est ça l'idée. L'idée, c'est de comprendre que la mitzvah de la matzah, elle a été donnée grâce à la sortie d'Égypte, mais la sortie d'Égypte, elle a été organisée pour qu'on reçoive l'enseignement de la matzah. Maintenant, nous, on vient de dire qu'il y a un lien entre la matzah et la mitzvah, parce que les Chachamim, ils ont dit Altikre matzot et la mitzvot. Donc les enseignements de la matzah retombent directement sur la mitzvah. Vous suivez toujours. Et on dit qu'ils sont sortis en rapidement, c'est pour ça qu'ils ont mangé la matzah, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de lever la pâte. Mais ça, c'est le pshat. Mais quand tu vas approfondir, que Yatsub et Chipazon, ils sont sortis avec empressement, il dit le Maharal de Prague, Chipazon à pas lui, excusez-moi, pas le Maharal, la Mechilta, elle dit Chipazon à Shechina. Je dis, mais attends, je comprends pas. Chipazon, ça veut dire empressement. D'accord? La Shechina, c'est la présence divine. La présence divine n'a pas de problème d'empressement, parce qu'il n'y a rien qui presse le bon Dieu. Vous me suivez ou non? Genre, il a peur d'arriver en retard. Non. Il a peur qu'il y a quelqu'un qui va le dépasser. Il n'y a personne. Ouais. Donc ça ne veut rien dire l'empressement de la Shechina. Alors il dit le Maharal de Prague, sur cette Mechilta, il dit qu'en vérité, l'enseignement ici, il est de montrer qu'un juif, il doit vivre les Ma'ala Minazman. Il doit vivre au-delà du temps.
Et quand tu fabriques la matzah, vous savez que quand on fait la matzah, il y a quelqu'un qui est là que pour chronométrer. Il y en a un qui va pétrir, il y en a un qui met l'eau, il y en a un qui pétrit, il y en a un qui coupe les parts, il y en a chacun il pétrit sa pâte, après il donne à l'autre, l'autre il fait que les trous, et après il y en a un qui met au four. C'est des fonctions différentes, d'accord? Tu ne peux pas faire la fonction de l'autre. Alors, on sait que ba mitzvah, pas mina mitzvah. Ouais. Mais il y en a un, son seul travail, c'est la montre. Dès qu'on met l'eau sur la farine, il allume le chronomètre. Ça va? 18, c'est long, 18. C'est moins que 18. Moi, en général, c'est 4-5 minutes. Combien? 4-5. Oui, c'est marqué dans la boîte. Moins de 18 minutes. Mais 18 minutes, c'est quand le mec, il a été fait une sieste, il est revenu, il a regardé un film. C'est long, 18 minutes. Pour faire une matzah, c'est tac, 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 tac. Ouais. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temps, c'est le danger de la matzah. Et le temps, c'est le danger de la mitzvah. Donc quand toi, tu pétris, quand toi, tu coupes, quand toi, tu troues, tu n'es pas en train de maîtriser la pâte, tu es en train de maîtriser le temps. Vous me suivez ou non? Mais si tu enlèves tes mains de la pâte, il n'y a que le temps qui travaille. Et le temps qui travaille, il rend la pâte matzah, il rend la pâte hametz. Vous me suivez ou non? C'est pour ça qu'il y a une halakha bizarre dans la matzah, c'est que tant que vous travaillez la pâte, elle ne devient pas hametz. Vous me suivez ou non? Tant que vous travaillez votre couple, il ne devient pas hametz. Tant que vous occupez de vos enfants, il tourne pas mal. Tant que vous investissez pour votre épanouissement personnel, ça va. Tant que vous faites lutter le Yetzeratov contre le Yetzerara, il n'y a pas d'Avera. Le Olam Irgazadam Yetzeratov Keneged Yetzerara. On a fait ça dans le Dafayomi, oui, dans Brachot. Un homme, il doit toujours faire lutter son Yetzerara contre son Yetzeratov. Alors je résume pour les gens qui n'ont pas fait de tourisme intérieur. Il y a le jeu, et là il y a le Yetzerara, le Yetzeratov. D'accord? Ce sont des tendances, ce sont des anges, ce sont des propositions. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire moi? Ça s'appelle une bonne intention, ça s'appelle une mauvaise intention. Ça s'appelle une bonne volonté, ça s'appelle une mauvaise volonté. Maintenant, moi, le jeu, il doit prendre son Yetzeratov, donc sa bonne intention, et la faire lutter contre le Yetzerara. Traduction, tant que je suis dans une dynamique volontaire et vigilante de faire le bien, je ne peux pas faire le mal. Vous me suivez ou non? Mais si je suis dans une dynamique active de faire du mal, je vais faire du mal. Donc je prends le Yetzirah, je le mets en avant. Ou alors, si je suis passif. Mais papa, le monde, c'est que c'est pas passif. C'est que quand tu prends pas ta voiture, quand tu prends pas ta vie en main, elle est prise en main par quelqu'un d'autre. Ça s'appelle Yetzirah. Alors je vous rappelle, pour ceux qui sont au courant, que si vous êtes en train de rouler tranquillement en voiture, vous conduisez bien, vous avez le permis, vous n'avez perdu aucun point. Et le gars qui est devant vous, il pile. Et vous lui rentrez dedans. Qui c'est qui est responsable? C'est vous. Pourquoi? Parce que vous êtes censé rester responsable de votre véhicule. Alors réfléchis dans ta tête. Le véhicule, c'est ton corps. Et toi, tu es le conducteur. D'accord? Comment tu peux dire, ça m'a échappé, c'était plus fort que moi, c'est pas ce que je voulais faire, j'ai pas réussi à retenir mes yeux vers le décolleté, j'ai pas réussi à retenir le mensonge, j'ai pas réussi à retenir le gros mot, j'ai pas réussi à me lever pour la prière. Mais papa, c'est toi qui contrôles le véhicule. Nul n'est censé perdre le contrôle. Tu es responsable. Tu dis, mais. Tu dis, c'était plus fort que moi. Alors, je rappelle pour ceux qui ont arrêté l'école très jeunes que je, tu, il, nous, vous, il sont des pronoms personnels, mais c'est apostrophe, c'est impersonnel. C'est impersonnel. Donc quand tu dis c'était plus fort que moi, si tu fais l'analyse psychiatrique de la phrase, moi, bah, c'est moi. Plus fort que moi, c'est qu'il y a un truc en moi qui est plus fort que moi. Était, c'est le verbe. Et c'est le sujet. Mais le problème, c'est que le sujet ici, il est impersonnel. Donc ça veut dire toi-même, tu dis, il y a un truc en moi qui n'est pas moi, mais qui me fait faire à moi des choses que moi, je pense que c'est pas bon pour moi. Mais je les fais quand même. Donc à ce niveau-là, il ne faut pas faire tes chouvas. Il faut aller consulter un psychiatre. Bah oui, parce que si tu reconnais qu'il y a un truc en toi qui n'est pas toi, qui te fait faire à toi des choses que toi, tu penses que c'est pas bon pour toi, là, t'es que le doigt. Alors, vas-y, bouge. Bah, prends le volant, c'est ta voiture, c'est ton corps, c'est ton couple, c'est tes enfants, c'est ta religion. Vas-y, bouge-toi. Qu'est-ce que tu fais? Toi, tu restes passif. Mais le passif n'existe pas, papa. C'est comme les gens qui pensent que pendant qu'ils réfléchissent, le problème, il arrête de pourrir. Des gens qui croient que pendant qu'ils réfléchissent, qu'ils hésitent, la situation, elle arrête de dégénérer. Non, ça continue à dégénérer, mais sans toi. Vous suivez ou non? Les gens, ils croient qu'ils ont appuyé sur pause. La vie, elle s'arrête. Le monde les attend. Non, la maison, elle va se vendre. Ta femme, elle va être dégoûtée. Ton mari va perdre patience.
ton fils, il va plus y croire, l'école, elle va plus supporter ton fils, les choses, elles évoluent, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Donc en vérité, le monde, il est en mouvement. La vraie question, c'est est-ce que toi, tu es dans le même mouvement que le monde? C'est ça en français, être dans le move. T'es dans le move, t'es dans le move. Le move, c'est pas de mettre des t-shirts trouvés partout et des soutiens-gorge qui s'allument quand on les regarde. Ça, c'est branché, ça. Ouais. Non, le move, c'est que tu es dans le move de ton temps. Tu es dans le move de ta vie. Si tu as une vie qui est rapide, sois rapide. Si tu as une vie qui est lente, sois lent. Moi, je connais des gens, ils font de l'immobilier. Ils m'appellent, voilà, je suis agent immobilier. Qu'est-ce que vous faites? Je fais de l'immobilier. Bon, ok. Il me dit, bon, ça va en ce moment, les affaires? Il m'a dit, je suis sur un projet, là, je suis sur une belle affaire. Je dis, ah bon? Il me dit, je lui dis, vous en signez tous les combien? Il m'a dit, tous les 3-4 ans. J'ai eu de la peine pour lui. Je lui ai dit, mesquine, le pauvre, vous signez un truc tous les 3-4 ans, mais vous vivez comment? Il m'a dit, non, Rabel Chetrit, c'est des projets à 800 millions d'euros. Ah oui, 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 oui. On vend des blocs de Babel pour les gouvernements. Ça prend du temps, il y a des commissions, mais le jour où on prend la com, on va directement chez Aston Martin avec le Maaser. Vous me suivez ou là? Donc toi, tu crois que le mec, il est lent parce qu'il fait une affaire tous les 3 ans, mais une affaire pour lui, c'est comme 165 affaires pour toi. Donc ça veut dire que chacun, il a son rythme. Vous me suivez ou non? Celui-là, il a son rythme comme ça, celui-là. Maintenant, quand quelqu'un, on dit en français, il vit avec son temps, ouais, c'est pas qu'il est moderne, ou là, il a un froum fry ou un fry froum. Ils essayent chacun de trouver des solutions pour... Ouais, comme si c'était une espèce d'avoda de porter du Zara. Ça s'appelle avoda Zara. Ouais. C'est pas ça être vivre avec son temps. Vivre avec son temps, c'est vivre avec le temps qu'Hachem te propose. Vivre avec le temps que la vie te propose. La vie, elle te propose un temps. Voilà, par exemple, vous êtes là. Vous êtes dans mon temps à moi. Vous me suivez ou non? Moi, je suis dans votre temps à vous. C'est-à-dire que le bon Dieu l'a calculé que dans la grille temporelle, ce soir, je suis là. Et vous êtes là. Vous me suivez ou non? Donc si, avant ma naissance et avant la création du monde, déjà le bon Dieu il a calculé que cet événement, il va arriver. Ça, c'est ce qui est marqué, que Vayomer Elohim Vayehi, que le monde soit, ouais. Eh ben, il a calculé toutes les combinaisons moléculaires qui vont créer la matière, qui vont créer les décors, qui vont créer les personnes, et qui vont créer les personnes dans les décors, ce qu'on appelle les événements, redistribués dans le temps, ce qu'on appelle l'histoire. C'est vrai que la Gemara dans Ta'anit, là-bas, quand il y avait un rave qui pleurait parce qu'il était trop Ani, Hachem, il a dit, si tu veux, je refais le monde entier. Moi, je dis, pourquoi tu refais le monde entier? Et il a dit, peut-être que tu vas avoir un bon mazal. Je dis, mais arrange-lui à lui son mazal. C'est pas possible, puisque tout est interactif. Tu touches un truc dans le logiciel, ça débloque tout. Le mazal, c'est une gestion globale. Dans la gestion globale, c'est marqué que ce soir-là, on doit être là. Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire avec cette soirée? On va grandir, on va évoluer, on va bien se marrer, ouais, on va faire teshuva, on va s'arranger avec nos enfants, avec notre femme, on va éviter une dépression, on va s'enfoncer dans sa crasse. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Ça va passer ça, libre arbitre. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que le bon Dieu, il crée les circonstances, il crée les données, il crée les critères, mais ce que tu fais avec, il ne le crée pas. C'est pour ça, Akol bidei shamaim, chutz, mirat shamaim. C'est ça, Yirat shamaim. Les gens ils croient, Yirat shamaim, détends-toi. Ouais. Non, Yirat shamaim, c'est un rapport, attention, mature et élevé, avec une conscience de Dieu exacerbée, que la réalité qui est en face de moi me concerne. Voilà. Ça a l'air d'être dit facilement comme ça, mais reprenez par écrit et essayez de le contredire. Je vous laisse les 8 prochaines années, on se reparle si vous voulez. D'accord? Mais l'idée, c'est ça. C'est que le Maharal, il dit que c'est quoi? Que Bechipazon HaShechina, l'empressement de la Shechina, il dit, c'est pour t'enseigner qu'Hachem, il est les Ma'ala Minazman. Maintenant, venons, on se résume, parce que vous êtes des gens clairs. On a pris un passouk qui parle de la matzah. De là, on a généralisé sur la mitzvah. Dans la matzah, il y a un élément qui s'appelle le temps. Ça va? Et on te dit que la mitzvah de la matzah, c'est de maîtriser le temps. Donc, la mitzvah de la mitzvah, c'est de maîtriser le temps. C'est QFD. Ce que fait Dieu. Ça va, c'est clair pour vous, là, au niveau pédagogique ou non? Oui, non, oui, non. C'est pas clair? Levez la main, ça ne me dérange pas, jetez une chaussure, faites quelque chose. Vous n'êtes pas un banc de poissons abandonné quand même, non? Donc, ici, c'est très, important. Parce que, si vous comprenez ça, qu'est-ce que c'est une mitzvah?
J'ai dit misva, tchouba, d'accord. Non, misva, c'est quoi une misva? Une misva, c'est un acte ordinaire qui a été optimisé au niveau spirituel. Alors, on va prendre le problème à l'envers. Si vous regardez le Shulchan Aruch, si vous apprenez les halachot, d'accord, vous allez voir que les halachot touchent tous les domaines de la vie. Parce que c'est normal, on va t'expliquer comment mettre les tefilines, on va t'expliquer comment construire une souka, on va t'expliquer comment il faut jeûner à Kippour. Tu dis, c'est normal, c'est de la religion. Mais pourquoi la Torah, elle t'explique le business? Comment il faut faire le business? Ce qui est permis, ce qui est interdit? Pourquoi la Torah, elle t'explique comment il faut parler? Ce que tu as le droit de dire, pas le droit de dire? Que c'est la shonara, motzi shemra? Pourquoi la Torah, elle t'explique comment il faut s'habiller? Il faut commencer par le haut, par le bas. Qu'est-ce que tu fais? D'abord, tu mets le t-shirt ou le slip quand tu es tout nu? C'est aussi expliqué. D'accord? Quand tu fermes la veste, à droite, à gauche, à gauche, à droite. Quand tu fermes les lacets, comme ça ou comme ça. Quand tu es avec ta femme de cette manière, de cette manière. Quand tu dors de côté gauche, côté droit, sur le dos, sur le ventre. Tu dis, ouais, ça fait. Pourquoi la halakha s'occupe de tout? Écoutez ce hidouche. Parce que c'est vrai, non? Vous auriez pu vous poser la question. Parce que c'est quoi halakha? Al tikri alichot et là halachot. C'est quoi halachot? C'est quoi alichot d'abord? Alichot. Ça vous dit rien. Vous savez qu'à partir d'un certain niveau d'ignorance, il faut envisager la conversion. On ne peut pas dire tous les jours des mots sans comprendre. À la fin, on devient ahmar. Comme ça qu'on devient idiot, quand on n'utilise pas le cerveau. Donc, alichot, ça veut dire déplacement. Maintenant, c'est quoi? Ça vient du verbe l'alechet. L'alechet, c'est quoi? C'est aller. Alors, c'est marqué dans la Torah, ou bechokotai, telechu. Dans les lois, vous irez. Dans mes lois, vous irez. Maintenant, c'est quoi l'alechet? C'est se déplacer, se déplacer. Donc, c'est quoi alicha? C'est une trajectoire. Maintenant, altikre alichot et la halachot, ne lis pas alichot, déplacement, mais halachot, ça veut dire que la halacha, c'est la trajectoire de déplacement d'un juif. Comment il se déplace un juif? Quel est le GPS du juif? Halacha. Comme si vous ou non. Des fois, des problèmes d'orientation. Tu es pris entre ta mère et ta femme. Grande question. C'est compliqué. Parce que là, tu es menotté avec ta mère. Enfin, disons avec ta femme. C'est la locomotive. Ouais, c'est la folle qui te motive. Locomotive. Et c'est l'avenir. D'un autre côté, tu as le reste de la locomotive. Ton père, ta mère, ta grand-mère, ta soeur, tes frères, tes cousins. Et tu es pris comme ça. Et ça tire des deux côtés. Rah! Et tu sais pas quoi faire. Parce qu'elle, elle te dit c'est ou elle ou moi. Et les deux, ils disent la même chose. Donc là, tu as le passé, tu as ta mère. Et là, tu as ta femme. Comment tu vas faire? C'est compliqué. Moi, j'en ai connu qui sont divorcés à cause de ça. Hein. C'est très, très compliqué. Alors, qui c'est qui va t'expliquer que le Shalom Bayit, ça passe avant le Kibbutz Avaim? C'est la Torah. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Tu sais pas, tu deviens fou. Ouais. Qu'est-ce qui passe avant? La Parnassa ou le Shalom Bayit? Qu'est-ce qui passe avant? La vérité ou d'avoir raison? Qu'est-ce qui passe avant? Je sais pas moi, expliquer à l'autre qu'il doit grandir, réprimander, ouais, ou alors le Shalom. C'est évident, parce que ça c'est Minatora, ça c'est Midera. Tu connais toi? Je sais pas. Donc le mec il engueule sa femme pendant 1h30 parce qu'elle a oublié un truc de Midera Banan. Mais alors l'archouma qu'elle lui a fait c'est Minatora. L'angoisse qu'elle a c'est Minatora. Le Shalom qui a été détruit, la Shechina qui a quitté la maison à cause de la bagarre, c'est Minatora. Le Get, c'est Minatora. Donc tu as tout ça Minatora et ça Midera Banan et tu sais pas. Tu es perdu. Oh, tu sais pas, tu me dis, ah, mais vous savez, on m'a dit que c'est important, le poisson et le fromage. C'est pour ça que tu as divorcé. Non, ça a démarré de ça, mais ça a fait ressortir des dossiers, parce que les gens, ils mentent, ils gardent des dossiers. Après, un jour, ils ouvrent un placard, il y a une rangée, ils ouvrent un couloir d'armoires de dossiers. Et chacun, et jamais j'oublierai. C'est malhonnête, ça. Parce que toi, tu dis, moi, vous savez, je ne suis pas quelqu'un qui prend la tête, moi, je suis un gars gentil, je prends sur moi, mais en vérité, tu gardes les dossiers. Alors, je rappelle la règle, très, très importante, dans la pensée benchetrital. Les problèmes, tu les poses. Si tu ne les poses pas, tu les classes et tu fixes une date pour les régler. Sinon, tu les élimines. Vous me suivez ou non? Mais si tu dis, je regarde, je dis, notre famille, on ne dit rien. Vous savez, les gens qui disent rien, soit ils vont sortir un jour, soit ils vont tomber malades, un des deux. Soit ils vont sortir d'un dossier, un truc de 28 ans, tu dis, mais attends, il est classé. Il est au fond de toi, mais il faut le Rav Cousteau pour aller le chercher. Ouais.
soit ils vont te le sortir en maladie. Ah ben oui, parce qu'ils se sentent concernés, et dans concernés, il y a né avec le cancer. Tu dis non, je ne vais pas me rendre malade. Alors, ou j'expose, ou je fixe une date, ou je l'élimine. Je l'élimine. Tu dis, ouais, mais au nom de la vérité, je l'élimine. Tu sais quoi, je l'oublie. Il ne s'est rien passé, hop, j'efface la cassette, je remets en arrière, on avance. Allez, positif, et ça ira. Tu dis, ouais, mais dans l'absolu, on n'a pas réglé le problème. Il y a des problèmes qui ont été créés pour être résolus, il y a des problèmes qui ont été créés pour ne pas être résolus, ce qu'on appelle des faux problèmes. Mais quand tu essayes d'amener des vraies solutions à des faux problèmes, ça fait juste durer des faux problèmes. Ce qu'on appelle en philosophie des PAC, des pièges à... Mais il faut avoir le mabat à émettre, la vision, la vérité de dire ça, c'est un faux problème. Ça, c'est un problème d'orgueil. Ça, c'est un problème ponctuel. Ça, c'est une bêtise. Ça, c'est une mauvaise interprétation. Ça, c'est du mal-être. Ça, c'est parce que j'ai pas confiance en moi. Ça, c'est parce que je n'ai pas de respect de moi-même. Mais si tu n'es pas capable de voir que tes lunettes sont déformantes, donc tu vas passer ta vie à mettre une énergie incroyable pour résoudre des faux problèmes que tu vas peut-être les résoudre. Mais quand tu vas arriver au vrai problème, tu n'as plus d'énergie. Alors, qu'est-ce qui se passe quand tu t'adresses à un problème vraiment, alors que c'est un faux problème? Ça s'appelle, tu ne vis pas avec ton temps. Zéloaz man shelcha. Vous me suivez ou non? C'est pour ça que le mot zman, c'est la même racine que mezouman. C'est quoi mezouman? En cash, en Israël. Ouais. Mais mezouman, ça veut dire préparer pour, adapter à. C'est-à-dire que chaque zman, chaque temps, c'est un réceptacle qui est mezouman pour un événement. Ça va? C'est comme si tu dois envoyer de la marchandise à Marseille et tu as 19 wagons. Alors dans le premier wagon, tu mets l'électroménager. Dans le deuxième, tu mets les céréales. Dans le troisième, tu mets les bonbons. Dans le quatrième, tu mets les... Eh bien, chaque jour, c'est un wagon. Chaque heure, c'est un compartiment. Chaque minute, c'est où tu peux rentrer une carte magnétique. Il y a de la place pour. Alors que tu optimises le temps ou non? Ça va? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand c'est écrit qu'un homme, il doit être capable d'optimiser le temps et de ne pas perdre le temps, c'est ça d'être maître du temps. Ouais. Il faut déjà qu'il ait cette conscience-là. Parce que malheureusement, le Zohar il dit Savarini, Dechayet doré doré. Un homme, il croit qu'il va vivre des générations et des générations. C'est très bizarre que regardez bien que les tzadikim, ils sont toujours pressés et que les Rechaïm ne sont pas pressés. C'est comme les glandeurs. Ouais, les glandeurs, ils ne sont pas pressés. Alors que les rfif, ils sont pressés. Mais c'est l'inverse. Celui qui est rfif, qui est rapide, efficace, lui, il n'a pas besoin de se presser puisqu'il a toujours 10 coups d'avance. Non, il est toujours pressé. Et celui qui est blatin, ala, lourd, flemmard, tête en l'air, rêveur, et dispensateur de responsabilité, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, mais lui il faut rien. Celui-là, il n'est pas pressé. C'est bizarre, non? Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle débranche la conscience du temps. Parce que le temps, ça le stresse. Maintenant, le temps, il est stressant pour les gens qui le subissent. Mais il est motivant pour les gens qui l'utilisent. Quand tu sais ce qu'on peut faire en un quart d'heure, t'as de la peine de gaspiller un quart d'heure. En un quart d'heure, tu peux tourner la tête d'un gars qui est en train de flasher. Tu peux sauver un couple. Tu veux sauver un gars de la drogue. Tu peux le sauver d'une mauvaise affaire. Tu peux le faire quitter une mauvaise intention. Un quart d'heure. L'autre jour, ils sont venus un petit jeune couple comme ça, après le cours du mardi. Ah, Chitri, on voulait vous demander, parce qu'on a une petite discussion, on se marie à tel moment, et voilà, séparés, pas séparés. Je dis, mais t'es religieux, toi? Il me dit, oui, ouais, mais on fait les dents séparées, mais les trucs pas séparés, les parents séparés, pas séparés. Je dis, écoutez. Moi, vous faites ce que vous voulez, moi. Il y a des gens qui se marient comme ça. Les tables ensemble et les dents séparées. Mais c'est votre mariage, c'est votre soirée. À la choupa, on a entériné 2 neshamot. D'accord? Ce soir, il y a 200, 300 personnes qui vont venir. Il y aura des femmes mal habillées, il y aura des gars qui vont regarder, ils vont se toucher. D'accord? Ils vont se truquer. Le gars, il va faire le Birkat Hamazon devant une femme découverte. L'autre, il va draguer. Peut-être ce soir-là, si Dieu veut, il y aura 2, 3 adultères. On ne sait pas. Le Satan, il est au boulot. D'accord? Après, il y a plein de gens qui vont s'exciter sur des autres. On te dit, tu peux faire ça dans la Kedusha, tu peux faire ça dans la pureté. C'est la continuité. Ça veut dire qu'à la Choupa, on efface toutes les fautes.
Le soir au mariage, tu fais péter le compteur. Parce que tous ces gens-là, ils sont là pour vous. Donc le compteur Averot, il est en train de prendre feu comme ça. Il tourne. Je dis, c'est dommage. Il fallait annuler le mariage. Je dis, il n'y a pas de soirée ce soir. Comme ça, tu gardes la kedusha de la choupa. Non, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais une choupa avec les rabbanim, avec la shérina, avec les chanteurs, avec l'ambiance. Et le soir, les Guéinam, ils ont trouvé, ils font genre 10 minutes hassidiques. Ils mettent la mechitza et tout. Et après, l'enfer. Ils t'amènent les noirs, les blancs, les chanteuses, les danseuses. Je dis, mais c'est dommage. C'est dommage de ne pas être mort la veille. C'est dommage de faire ça juste à ton mariage. Parce que c'est le moment c'est les fondations. Sur les fondations. Maintenant, on va couler les fondations et dessus, on va monter 1 étage, 2 étages, 3 étages, 4 étages, 5 étages, 10 étages, chez toutes les générations à venir. Et toi, dans les fondations, tu mets de la khra, tu mets du béton pourri, tu mets du sable à la place du ciment, tu fais des trous dans les piliers de soutènement. Après, tu dis, si Dieu veut, ça va aller. Bien sûr. Allez, tu connais l'adresse du consistoire, parce que tu es venu pour le mariage. Eh bien, tu vas revenir pour le guet. Parce que c'est les fondations, on va voir. Les fondations, elles doivent être 100%. Les gens ils disent, ah, mais on n'est pas à ce point-là. Je sais. Sinon, vous auriez la même barbe que moi. Alors, j'ai dit, une surprise partie, une ambiance, un truc pendant les vacances, un anniversaire. Ok, fais ce que tu veux. Mais là, c'est ton mariage. Je pense pas que tu vas te remarier tous les 15 jours. Ou tous les ans. Tu poses. Bon, après, je les ai laissés partir. Le petit couple. Après, il m'a envoyé un petit email. Ah, vous voulez vous dire que finalement, on va faire séparer. Alléluia. Alléluia. Tu vois, tu parles un quart d'heure. Parce que les autres, le contraire. Ils font pareil, ils disent non, laisse tomber, on fait soirée New York. Après, ils font tchouva, ils vont habiter à Mansi ou à Gateshead. Et après, ils te disent oh là là, je regrette mon mariage, je n'ose même pas montrer la cassette aux enfants. J'ai honte, c'était une soirée de chala. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que de toute façon, tu es juif. C'est pour ça qu'il ne faut jamais faire une chose qu'on peut regretter un jour. Alors peut-être c'est un peu difficile de dire aux parents, écoutez les parents, on voudrait un truc sérieux, on voudrait un truc. Non, c'est une question de détermination. T'es clair ou t'es pas clair? Parce qu'eux, ils s'en foutent en fait. Eux, ils le font parce que la famille, elle va dire. La famille, elle s'en fout parce que de toute façon, ils viennent parce que c'est gratuit. Ouais. De toute façon, ils vont même pas se lever pour danser. Donc, ils vont rester en train de parler de la bourse, de leurs copains, de leurs copines et de la voisine. Et toi, tu vas te faire une soirée khala parce que sous prétexte que ça fait de la peine à des gens qui s'en foutent de la religion. Non, toi, c'est ta soirée, c'est ton mariage, c'est ta shérina, c'est ta bracha pour le reste de ta vie. Papa, t'investis, c'est normal. Tu investis et tu prends. Vous suivez ou non? Ben, c'est exactement pareil. Ça, tu peux faire ça avec un quart d'heure. Ou tu peux rester comme ça, 2 heures. Tu regardes, tous les étés, il y a la vache et le prisonnier. Tu l'as déjà vu l'année dernière. L'année d'avant aussi. L'année d'avant aussi. L'année d'avant aussi. Donc vous êtes assis tous les deux, tous les enfants ils sont mariés. Et vous regardez la vache et le prisonnier. Et tu réfléchis. Tu regardes ta femme, tu dis, qui est la vache, qui est le prisonnier? Comment c'est vrai? On verra les cas personnels après si vous voulez, d'accord? Mais c'est ça que ça veut dire. Pourquoi il s'est arrêté celui-là? Quand le Satan s'en mêle, en général, c'est que c'est un bon coup. Il n'a pas apprécié la vache et le prisonnier. Ah, pas du tout. Il m'a dit, oh la vache. Pourquoi il s'est arrêté Facebook? Il y a la batterie, il y a tout. Bon, on va voir. Mais c'est bien. Toujours le Satan, il fait quelque chose. Des fois, il envoie un chien. Des fois, il fait sauter les plombs. Des fois, il y a quelqu'un qui fait une crise d'épilepsie au premier rang. J'ai tout vu dans les cours. Mais là, j'ai jamais vu Satan comme ça. Tac. Le visage de ton père. Facebook. Il n'arrive même pas à me dire arrêter ni rien. Bon, je sais pas. Alors, si c'est comme ça, oui. Donc, c'est pour vous dire que qu'est-ce qu'on peut faire avec le temps? Tu sais, en un quart d'heure, tu peux sauver ton couple. Tu t'assois en face de ta femme, tu dis, écoute chérie, on arrête les enfantillages.
Les nerfs, les trucs, les Tunisiens, les Marocains, vous les hommes, vous les femmes, j'en ai marre, la vie, les trucs, les nerfs. Tu viens, on va se parler en adulte, on va se poser, on va poser les vraies questions. Tu vas ouvrir ton cœur, je ne vais pas te casser, je ne vais pas t'envoyer balader. Moi aussi, je vais ouvrir mon cœur. On va exprimer, on va expliquer, on va éponger et on va avancer. Combien de temps ça prend? Un quart d'heure. Mais ce rendez-vous-là, il y en a, ça fait 28 ans qu'ils l'attendent. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous avez une infection, le corps, il envoie des globules blancs. Les globules blancs, ils se cumulent à l'endroit de l'infection. Maintenant, vous savez comment ça s'appelle la transformation des globules blancs après la lutte contre une infection? Vous savez pas? Le pus. Donc le gars, il a une infection ici. Il a warda, une bosse. Cette bosse, il y a du pus dedans. Le docteur, il va chez le docteur, il dit, docteur, j'en peux plus de ce truc-là. Ça y est, grâce à Dieu, ça va mieux, mais qu'est-ce que je fais avec cette bosse? Le gars, il dit, si vous voulez, je vous l'enlève. Il n'y a pas de problème, il dit, attention. Je vais inciser, il y a du pus qui va sortir. Après, on enlève le pus, il y a du sang, ça cicatrise, et on oublie. Mais quand je vais inciser, il y aura du pus. Les gens disent, bien sûr, je ne suis pas un gamin, ça va, j'ai 48 ans, vous me dites qu'il y a du pus, c'est bon, on y va. Attention, monsieur, il va y avoir du pus. Peut-être qu'il y en aura beaucoup. Ne me faites pas le dégoûter, vous annoncez, vous m'attaquez pour non-assistance à personne en danger. Je vous dis, quand vous allez inciser, il y aura du pus. Ça va? Le gars, il dit, ok, il incise, le pus, il sort, le mec, il s'évanouit. Il se met à crier, ouais, c'est quoi ça? D'où ça sort? Ah, je suis habité par un truc, E.T., il est venu chez moi. Non! C'est juste le pus. Ouais? Ben, c'est exactement pareil. Toi et ta femme, c'est une plaie ouverte. Après, ça cicatrise, parce que chacun, il a mis des anticorps, les efforts qu'on a fait, mais ça a accumulé du pus. Après, tu dis, bon, chérie, viens, il faut qu'on parle. Attention, chérie, tu vas inciser. Tu vas inciser. La première chose qui va sortir, c'est pas le sang qui a d'amour et nefesh. La première chose qui sort, c'est quoi? C'est les pus. C'est pour ça que quand on emprunte de l'argent, on commence d'abord par rembourser les intérêts, et après le capital. Vous me suivez ou non? Donc quand tu as un problème avec quelqu'un, le gars il dit, ok, j'ai compris. Tu t'excuses de ce qui s'est passé à l'époque, mais entre-temps, on s'est insulté, on s'est pourri, on s'est maudit, on s'est accumulé de la haine, de la vengeance. Ça, c'est tous les intérêts, ça. Et on commence d'abord par rembourser les intérêts, et après le capital. C'est pour ça qu'il ne faut jamais vivre à crédit. Tu n'as pas intérêt à vivre à crédit. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne connais pas le taux de crédit. Donc quand tu vis sur le crédit de l'autre, la patience de l'autre, les efforts de l'autre, la gentillesse de l'autre, le temps de l'autre, mais les agios, ils s'accumulent. Après tu dis, bon, j'ai réfléchi, finalement, c'était une mauvaise idée, je t'aime mon amour, viens, on recommence. La femme, elle te dit, attends, d'abord tu payes les intérêts. Ça fait 14 ans que tu me fais souffrir. Ça fait 17 ans que tu me saoules avec ton caractère pourri. Ça fait 22 ans que tu m'imposes ta mère. Tu payes les intérêts. Et après, si tu veux, on s'occupe du capital. Vous me suivez ou non? Mais s'il n'y a pas de crédit, parce que tu es à la hauteur, tu es ce qu'il faut, tu vis comme il faut, tu pèses sur personne, tu n'es pas un adhérent du PSG. Vous voyez, c'est le PSG. Non? Vous savez pas ce que c'est le PSG? Non. PSG, c'est des gens qui pèsent sur la gueule. Ils ont tort, en plus ils t'engueulent. Ouais, ils empruntent, après ils te disent arrête de me saouler pour que je te rembourse. Ils brûlent le feu, après ils te disent tu sais pas conduire. C'est des gens du PSG, ils pèsent sur la gueule des gens, tu vois. Ouais. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont calculé que leur corps, il inclut le tien. Leur argent, il inclut le tien. Leur patience, il inclut la tienne. Donc ils se permettent de vivre ta vie en fin de compte. Ouais, vous me suivez où? Oh, c'est exactement le contraire de Haï. Parce que le mort, il est porté par des gens. Le Haï, nosé et atzmo. Quand tu es indépendant, tu es vivant. Quand tu es dépendant, tu es mort. Donc les gens qui pèsent sur les autres, en fait, ils croient qu'ils arrivent à profiter de la gentillesse de chacun. Mais en vérité, ils sont morts. Puisqu'ils ont besoin de 4 personnes de chaque côté du cercueil pour les transporter. Voilà. Celui-là, il a besoin de l'autre pour lui payer sa maison. Celui-là, il a besoin de l'autre pour supporter ses erreurs. Celui-là, il a besoin de l'autre pour lui remonter le moral. Donc à chaque fois que tu as besoin de quelqu'un, c'est que tu es mort. Toi, tu vas être vivant. Haï, c'est indépendant. D'accord? Maintenant, quand il arrive une situation et que tu as le choix de peser sur les autres ou d'être indépendant, ça s'appelle en français vivre avec son temps. Ça va? Parce qu'Hachem, il va envoyer des diapos comme ça. Un diapo, comme au code. Il y a un diapo. Tu rentres à la maison, ta femme, elle fait la tête. Tu as une chance sur deux. Ou elle est fatiguée, ouais, ou alors elle fait vraiment la tête.
Donc qu'est-ce que tu vas dire? Soit tu vas dire comment c'était la journée, mon amour, tu as l'air fatigué, ou tu vas lui dire ouais, vous êtes une sale race pourrie de dépressif, toi et ta race de famille. Tu as une chance sur deux. Tu as dit la mauvaise réponse. Pourquoi tu as été négatif? Et ça démarre. Vous savez que le shalom bayit, c'est combustible, c'est comme le gaz. Quand tu cherches à savoir s'il y a une fuite, ne prends pas un briquet, Yabrel. Ça sent le gaz. Donne-moi un briquet. Eh bien, nous assistons aujourd'hui à l'enterrement de Maurice, qui n'était pas une lumière de son vivant, alors imaginez maintenant qu'il s'est éteint. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce que c'est une mitzvah? Encore une fois, le Shulchan Aruch, vous avez vu qu'il touche tous les domaines de la vie. Maintenant, prenez par exemple la parnassa. D'accord? Alors je vous explique. Tu travailles, c'est mieux que de ne pas travailler. Tu travailles honnêtement, c'est mieux que travailler malhonnêtement. Tu travailles honnêtement pour ta famille, c'est mieux que travailler juste pour le fric. Et tu travailles honnêtement pour ta famille selon la halakha. Vous y veut, non? Ça c'est assure de dire, ça c'est assure de ne pas dire. Il faut tout dire au client, il faut montrer la bonne marchandise, il ne faut pas l'embrouiller sur les clauses, il ne faut pas le faire tarder le temps de réponse pour pouvoir l'embrouiller sur... Tu fais tout cachère, glatte cachère. Cachère. Dina de malchouta dina, tu payes les impôts, tu payes tes employés, tu payes les fournisseurs. Tu n'as pas créé un grand dépôt où tu entreposes des bilans, parce que ça s'appelle dépôt de bilan. Tu n'es pas toute l'année en train d'organiser des embrouilles à l'assurance. Tu es cachère. Une fois, je ne sais pas si j'ai raconté ça ici. Un jour, un gars, je lui ai dit, vous travaillez dans quoi? Il dit, dans l'assurance. Je lui ai dit, ah bon, c'est quoi? Vous êtes assureur? Il m'a dit, non. Je crée une société, je mets la grand-mère qui est morte à Oujda en 52, je la mets gérante. Après, j'ouvre un compte en banque avec des papiers Khlada, je loue un local, je commande la marchandise, je prends une assurance et je fous le feu. Il m'a dit, vous avez fait ça plusieurs fois? Il m'a dit, oui, 8-9 fois. Je lui ai dit, mais vous prenez combien à chaque fois? Il m'a dit 100 000. Il m'a dit, je connais très très bien les lois, je connais des gens des assurances, je sais comment il faut faire. Je lui ai dit, mais j'ai pas compris. Vous commandez tout ça et vous faites tout ça et vous mettez le feu, vous brûlez, vous prenez 100 000. Il m'a dit oui. Je lui ai dit, mais si vous vendez la marchandise, vous gagnez combien? Parce que c'est un bon vendeur. Il m'a dit, je gagne 100 000. Je lui ai dit, alors pourquoi vous foutez le feu? Il m'a dit, parce que c'est comme ça que je travaille. Je lui ai dit, mais pourquoi vous ne vendez pas? Il m'a dit, j'ai pas pensé. C'est qu'il y a des gens, c'est comme, ils pensent même pas à dire la vérité. D'abord, ils mentent, et si tu les attrapes, ils disent, c'est ça que je voulais dire. Mais pourquoi tu ne dis pas carrément la vérité? Ouais. Ou alors, ils prêchent le faux pour avoir le vrai. Ou alors, ils te mettent en situation de malaise, comme ça, tu es obligé d'accepter leur lourdeur. Pourquoi tu n'es pas sincère? Pourquoi tu n'es pas direct? Pourquoi tu n'es pas entier? Pourquoi tu n'es pas toi-même? Ah, j'ai pas pensé. C'est-à-dire que le mec, il est monté à l'envers. Chez Renault, ils ont mis le moteur à l'envers. Ce qui fait que quand il passe la première, il part en marche arrière. Ouais, le premier mot qui vient, négatif. La première manière, magouille. Le premier mot, mensonge. Pourquoi? Le premier mot, non. Le premier mot, mais. Pourquoi? Je te dis, je te répète. Ça s'appelle Teva Pachout. Ouais. Comme ça, il explique aussi le Rav Simcha Zissel. C'est que ta nature extérieure, ta nature superficielle, c'est ça le Teva Pachout, il va réagir à une réalité qui se pose. Donc il fait beau, t'es content, il pleut, tu fais la tronche. D'accord? L'autre, il dit un mot gentil, c'est bien, il dit un mot méchant, tu te sens mal. Mais normalement, il y a quelqu'un d'autre à l'intérieur qui dit ça vaut la peine de réagir comme ça vaut la peine de réagir comme ça. Mais si tu ne l'as pas créé celui-là, il n'y a personne. Vous me suivez ou non? C'est pour ça que quand j'avais 14 ans, j'ai levé les yeux au ciel comme ça. J'ai dit à Hachem, moi je ne veux plus être en réaction, je veux être en décision. C'est la différence qu'il y a entre réaction et décision. Décision, la chose elle vient de toi. Réaction, la chose elle vient de l'autre. Puisque toi tu ne fais que réagir. C'est-à-dire que l'autre il agit et toi tu réagis. Donc tous les coléreux ils vont dire mais vous croyez que je me mets en colère pour rien? C'est à cause d'eux. Tous les nerveux ils disent je suis nerveux pourquoi? À cause d'eux. Les dépressifs vont dire pourquoi je suis dépressif? À cause d'eux. Alors ça veut dire qu'il y a quelqu'un à l'extérieur qui a la télécommande de ton système nerveux et qui peut te rendre nerveux quand il veut. Même en français tu dis tu m'énerves, tu c'est toi, me c'est moi, énerve moi. Tu m'énerves moi, tu rentres chez moi, tu rentres dans ma tête à moi, tu rentres dans mon corps à moi, tu rentres dans mon système nerveux à moi et tu m'énerves à moi. Mais tu crois que je suis une porte ouverte ou quoi moi? Alors je vous dis le secret,
Si tu n'as pas créé un moi à l'intérieur très très fort pour lutter contre la pénétration du moi étranger extérieur, il va y avoir des infiltrations. Et après, tu passes ta vie à expliquer que t'as pas bossé à l'école parce que le prof il était nul, que t'as été dégoûté de la religion parce que ton père il t'a forcé, que tu t'es marié parce qu'elle t'a fait le coup de la panne, que... Arrête. Que genre t'es dépressif parce que ton père il t'a pas allaité. Arrête. Même s'il avait voulu. On dit d'ailleurs, allaite tes bêtises. Allaite. Il faut qu'à un moment tu t'arrêtes. D'ailleurs on le dit, qu'arrête un peu. C'est ça l'idée. L'idée c'est que tu dois décider où tu es en réaction, où tu es en décision. Maintenant le problème c'est que pour être en décision, il faut qu'il y ait quelqu'un dedans qui prend la décision. Et celui-là, il faut le fabriquer, il ne vient pas tout seul. Maintenant, c'est tellement plus facile d'être en réaction. Vous me suivez ou non? Toi, tu agis, moi, je réagis. Je réagis. D'accord? Moi, je suis la boule, toi, tu es le joueur. Tu tapes, j'avance, tu dis, ah, tu m'as poussé, alors j'ai été là-bas. Mais encore une fois, positif ou négatif. Aujourd'hui, ils appellent ça des influenceurs. Ouais, à l'époque, on appelait ça des manipulateurs. C'est rien qu'un mot qui change. Ouais. Mais normalement, l'influenceur de ta vie, c'est toi l'influenceur. Tu dis, ouais, mais attendez, pour être influenceur, il faut déjà être une personne d'influence. Sinon, tu vas être influencé. C'est de choix, ou influenceur ou influencé. Mais alors, pour être influenceur, il faut fabriquer le gars à l'intérieur qui va être l'influenceur. Et celui-là, il doit être quelqu'un. Et quelqu'un, c'est quoi? C'est unique. Mais alors, quand quelqu'un est quelqu'un, c'est parce qu'il a réussi à développer et à réaliser dans la réalité le un unique qui est en lui. Maintenant, la Neshama, il est unique. Le psychique, il est unique. Le physique, il est unique. Il manque juste que le moi extérieur soit unique. Mais pour ça, il faut projeter le moi intérieur à l'extérieur. Mais si toi, ton côté unique, tu ne le connais pas, si ton côté unique, tu ne le maîtrises pas, si ton côté unique, tu ne le développes pas, tu ne vas pas être quelqu'un d'unique. Or, comme la pression sociale extérieure, elle est très très forte, donc comme tu n'arrives pas à être quelqu'un, tu vas être comme tout le monde. Et c'est tellement plus facile de rentrer dans un troupeau, de rentrer dans un club, de rentrer dans un style. Donc celui-là, il rentre chez les voyous, celui-là, il rentre chez les religieux. Il y a plein de manières de se réfugier quelque part. Mais non, il faut que toi, tu développes ton côté unique pour être quelqu'un, unique. Sinon, tu vas être oncle. C'est ça quelconque, non? Vous parlez français. Or, un oncle, c'est le contraire d'un intelligent. Et c'est quoi intelligent en philosophie? Celui qui a la capacité de s'adapter. S'adapter à quoi? À son présent. On dit en français vivre en bonne intelligence. Donc le oncle, c'est celui qui ne vit pas avec son présent. Voilà. Donc on revient toujours au même problème. Est-ce que tu as développé cette personne intérieure, propre à toi, qui va être adaptée à ta réalité? Il y a un couple de jours qui sont venus, ils se sont incrustés. Au bout de 2 heures, je leur ai dit, mais votre histoire, elle est très simple. C'est que ta femme, c'est une prise murale américaine, et toi, tu es une prise de lampe française. Ça rentre pas. Le courant ne passe pas. Il me dit, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis, il faut un adaptateur, ça s'appelle Shalom Bayit. Il faut un adaptateur. Parce qu'imagine, tu rentres dans une chambre, on t'a prêté un appart à New York, ouais, et toi, comme un brel, t'as amené ta lampe de France. Mais c'est une prise française. Et là-bas, c'est une prise américaine dans le mur. Et il n'y a pas de lumière dans la pièce. La seule lumière, elle vient de la prise. Et il faut brancher la prise. Donc dans le noir, tu vois rien, donc tu ne peux pas brancher la prise. Alors tu t'ingénies, comme disait Pharaon, ouais, à essayer de faire rentrer la prise dans la prise. Et tu t'énerves, et tu t'énerves, et tu t'énerves. Parce que déjà, il faut la trouver, la prise dans le noir. Donc déjà, à 4 pas, tu fais le tour de la pièce, après tu trouves la pièce. Tu trouves la prise, après tu essaies de faire rentrer la prise, mais elle ne rentre pas, parce que je te dis que c'est une prise française, dans une prise américaine. Oui, et tellement tu t'es énervé, tu as cassé la prise. Mais si tu es intelligent, tu dis, attends, on se détend, on est calme. On est à New York. La prise, elle ne va pas être une prise française, la prise murale. C'est une prise américaine. Tu fouilles, tu trouves une cafetière française avec une prise américaine. Tu prends la prise américaine, adaptateur, tu la mets. Et là, tu te fais un kiff. Tu fais what? Tu mets la prise et la lumière s'allume. Wow.
Et là, tu vois la maison, et là, tu vois la valeur de l'autre, et là, tu vois la joie d'être une famille, et là, tu vois le bonheur d'être en bonne santé, et là, tu vois le miracle de la parnassa, et là, tu vois la finesse de l'intelligence, et tu vois la valeur de tes enfants, juste parce que tu as trouvé où mettre la prise. Et il faut que ça pénètre. Sinon, je vais dire autre chose, vous allez oublier ça. Mais l'impact est plus important que l'information. Il faut savoir. Ce qui compte, c'est pas ce que vous avez entendu, c'est ce que vous êtes devenu grâce à. Sinon, c'est juste pour dire des mots, vous n'avez pas besoin de moi. Je vous donne un CD, et même à la limite, c'est mortel à partir de 2, parce que des CD. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Hachem, il va me proposer, et c'est ça ma vie, une série de présents. D'ailleurs, comment il s'appelle Hachem? Il s'appelle Yud He Vav E. La racine, c'est quoi? Ov. Ov, c'est quoi? Le présent. On l'appelle Shem Havaya. D'accord? Maintenant, Shem Havaya, ça s'écrit avec un Yud devant. Le Yud, si le He Vav E, c'est le présent, c'est aussi le verbe être. Avec un Yud devant, ça s'articule, oui, ça se prononce, celui qui fait être. On dit en hébreu, Ame Ave, et Kol à Havayot, celui qui va faire être tout ce qui est. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire qu'Hachem, il est d'un côté, et il fait être le présent. Mais ce qui est intéressant, c'est que le mot Ove, il veut dire le verbe être et le présent. Donc Hachem, il fait être ce qui est, mais en même temps, il crée le présent. Maintenant, nous, le présent, on comprend que c'est une temporalité. Vous me suivez ou non? C'est une espèce de grille virtuelle dans lequel s'inscrit la masse de molécules adaptée à ce présent. Vous comprenez ce que je dis là ou non? Parce que qu'est-ce qu'il a fait Hachem au départ? Hachem, il a créé une masse de molécules. D'accord? Et en même temps, il a créé les combinaisons de ces molécules pour créer les différentes matières. Parce que quand le monde, Hachem a créé le monde avec un mot, il a dit Vayehi, que le monde soit. D'accord? Dès qu'il a dit ça, il a créé la masse des molécules. Asher Bara a créé à partir de rien, il a créé la masse des molécules. Après, vous avez appris à l'école, rien ne se crée, rien ne se perd. Tout se transforme. Maintenant, se transforme, c'est quoi? C'est les différentes combinaisons moléculaires qui vont créer la matière. Maintenant, pourquoi? Maintenant, cette feuille, d'accord, il y a quelque temps, c'était un arbre. Avant ça, peut-être c'était un oiseau. Avant ça, peut-être c'était une bagnole. Oui, c'est juste de la transformation, puisque rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Maintenant, quand Hachem, il a créé le monde, il a créé la masse des atomes, plus toutes les combinaisons moléculaires pour créer toutes les combinaisons nécessaires pour créer le monde. Mais dedans, il y a les corps humains, il y a aussi la moisissure, les gouttes de pluie, l'usure des Alpes. Tout ça, c'est dedans. Vous me suivez toujours? Mais ces différentes combinaisons transformatoires, il les a redistribuées sur la grille temporelle, puisqu'il a créé la matière et le temps. Et dans le temps, il a redistribué que à telle période, cette masse d'atomes va devenir cela. Ça va toujours? Oui, non? Non, c'est important ça. Si vous ne croyez pas en ça, il faut faire des études. Ouais, c'est évident ça. Donc ça veut dire quoi? Albert Einstein, il dit que dans la matière, il y a une espèce de compte à rebours, qu'à partir d'un certain moment, elle va devenir autre chose. Maintenant, nous, le compte à rebours, on l'appelle la volonté d'Hachem. Parce que la matière, elle est faite de deux dimensions. Une matière de base, c'est-à-dire l'atome de base qu'Hachem il a créé à partir de rien, et qui est énergie, E égale MC2, d'accord? Et une autre énergie qui donne la forme à la matière de base, qu'on appelle la structure énergétique de la matière. Ça va? Maintenant, la structure énergétique, elle fait que les atomes, aujourd'hui, sont cela, et demain, ils sont autre chose. Maintenant, cette structure énergétique, elle est structurante, et en même temps, elle est temporelle, puisque elle se déstructure à un moment pour structurer différemment. Donc, elle contient le temps et l'espace. Ça va? Bon, c'est un peu, ça a l'air, les mots sont compliqués, mais l'idée, elle est simple. Voilà. Maintenant, qui c'est qui fait ça? C'est le Ratzon Hashem. Or, le Ratzon Hashem, il se sépare en deux parties. Une partie qui s'appelle la masse de la matière originelle, qui n'est que l'expression de sa volonté. Comme ça, il explique le Rav Munk, que l'énergie dont parle Einstein, dans E égale MC2, en vérité, c'est la volonté d'Hachem. Et il y a une deuxième volonté qui est structurante, qui donne la forme à cette volonté de base. Donc la forme à l'atome pour donner la réalité. Maintenant, en français, ça s'appelle la matière et la structure énergétique de la matière. Et en hébreu, ça s'appelle Chomer Vetsura. Chomer, c'est la matière, et Tsura, c'est la forme de la matière. Ça va toujours? Super. Maintenant, vous vous rappelez l'exemple du train Paris-Marseille?
Levez la main ceux qui ont déjà entendu cet exemple. Non? Un seul? Ah, j'ai un seul élève. Tous les autres, vous êtes venus pour rigoler, quoi. Bon. Non, je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas pourquoi la Gemara elle dit dans Sota qu'il n'y a plus de gens qui fassent des machalim, parce que moi je trouve des machalim de malade. Ça va vous faire gagner à peu près 2 ou 3 ans d'études et 3 ans et 3 ou 4 ans d'études de physique quantique. Mais c'est pas grave, au pire vous serez trop intelligent, c'est bon. Il y a un gars qui doit aller à Marseille. Il va à la gare de Lyon, d'accord? Quand il arrive à la gare de Lyon, comme il aime bien les trains, les voies ferrées, les traillouettes, comme ça, l'histoire de la voie ferrée, il voit que c'est un nouveau modèle de train. Donc maintenant, il est à la gare de Paris, par la gare de Lyon, il veut aller à Marseille. Il attrape le contrôleur, il dit, dites-moi, excusez-moi, ce train, il est nouveau. Oui, il est tout en aluminium, il est très très puissant, il marche à l'énergie solaire, sur un coussin d'air, un truc, je peux pas par électromagnétisme, un truc nouveau, spécial. Ok. Il dit, mais il m'a l'air très très long, hein. Je m'y connais en train, déjà un train de 100 mètres, c'est pas évident, mais celui-là, il m'a l'air très long. Il dit, ah oui, il est très très long celui-là. Bon, et quelle longueur il fait? Eh bien, ce train-là, il fait 1000 km. Le mec, il dit, j'ai pas compris. Oui, le train lui-même, il fait 1000 km. C'est-à-dire que la tête du train, la queue du train, elle est à Paris, la tête du train, elle est à Marseille. Donc il dit, attendez, excusez-moi, ça veut dire que si je monte dans le train, là, et je marche dans le train jusqu'à Marseille, avant que le train démarre, je peux aller à Marseille à pied. Il a dit, oui, le train fait 1000 km. En plus, ce train, il est un peu comme les trains de banlieue, là. Vous savez, aujourd'hui, les wagons, ils communiquent les uns avec les autres. Le mec, il a amené des lunettes un peu spéciales, très très puissantes. Il rentre dans le train, il regarde avec ses jumelles, il voit à 1000 km le gars dans le premier rang, dans le premier wagon, première rangée, en train d'arranger ses vastes affaires. Il le voit en train de se faire des recherches de Indiana Jones. Ouais. Alors il sort du train, il dit au contrôleur, mais attendez, monsieur le contrôleur, quel intérêt de faire un train de 1000 km? Il a dit, mais alors quoi alors? Alors ça sert à rien de payer un billet, parce que là je vais marcher à pied dans le train, je vais aller à Marseille. Le gars il dit, mais monsieur, ça ne sert à rien de marcher, puisque dès que vous montez dans le train, puisque le train est à Marseille, vous êtes déjà à Marseille. Je sais, vous allez dire, c'est un peu tiré par les cheveux, comme dirait un chauve, mais venez, on réfléchit. Si vous croyez en Dieu, ok, vous croyez à la nature aussi, à la science un peu, oui, non. Au moins, ce qui est vrai dans la science. Vous savez, dans la science, on dit que tout l'univers, il est un. Parce que là, il y a de la matière, là, il y a de l'air, mais c'est aussi de la matière gazeuse, ouais, c'est de l'oxygène. Là aussi, il y a une matière, là-bas, il y a une matière, là-bas, il y a l'océan, là-bas, il y a l'hyperespace, là-bas, il y a Jupiter. Tout l'univers, c'est un seul objet. C'est un seul espace. Si c'est un seul espace, c'est un seul objet. Si c'est un seul objet, c'est un seul endroit. Donc ici et là-bas, c'est le même endroit. Oui, non, oui, non, oui, non. Maintenant, Albert, il a dit, il y a les 3 éléments, d'accord, les 3 dimensions. La 4e, c'est le temps. Donc le temps, il est redistribué à l'intérieur de la matière. Si la matière, c'est un seul endroit, donc le temps, c'est un seul temps. Maintenant, ça veut dire quoi, le temps, c'est un seul temps? Ça veut dire qu'en vérité, nous, on a le passé, le présent, le futur. En vérité, c'est faux. En vérité, c'est un présent continu. Seulement que nous, pour nous, le présent, il commence quand on est, il s'arrête quand on meurt. Ce qui est passé, on l'appelle passé, alors qu'en vérité, c'est du présent, mais du présent qui est passé. Le futur, on l'appelle futur, mais en vérité, c'est du présent. Ça s'appelle le présent à venir. Maintenant, le corps, il dit Rav Dessler, le corps, il a cette fonction sur la neshama qui fait que le psychique ne perçoit pas le futur, oublie le passé et vit le présent. Mais au niveau de la neshama, au niveau de l'âme, le temps, c'est du présent continu. Vous me suivez toujours? Et si vous allez dire, mais ça veut rien dire le présent continu, puisque le passé, c'est du passé. Tu vois, il y a un truc qui s'est passé quand tu avais 8 ans. Et tu te retrouves dans l'ascenseur avec le mec. Et t'as les sueurs, les nerfs, la peur, la ramma, comme si tu avais 8 ans, alors que tu as 48 ans. Où ils sont les 40 ans? Chiffre halam. Ça veut dire qu'en vérité, le passé, il est encore présent. Le présent passé, il est encore présent. Maintenant, attention, ne vous énervez pas. Si le présent passé, il est encore présent, qui dit que le présent futur n'est pas déjà présent? Ah, tu dis, ah, c'est pas possible. Parce que le présent, il est présent, le passé, il est encore présent parce qu'il est déjà passé, mais le futur, il n'est pas présent. Et quand tu vas voir un chacham, tu vas voir un tzaddik, ouais, et qui te parle de ton avenir, pour lui, ça s'appelle la nivoua. C'est quoi le navi? C'est pas quelqu'un qui appartient à la marine américaine, pas du tout.
c'est quelqu'un qui voit le futur au présent. Tu peux me dire comment il peut voir une chose qui n'existe pas? Je vais vous expliquer pourquoi, si ça vous intéresse. Vous voulez apprendre ou... Je sais que c'est pas l'habitude des gens, ils disent en général des petits trucs. Moi, je dis que des gros trucs. Moi, ouais. En fait, nous, on ressent ce qu'on voit. Mais le Navi, il voit ce qu'il ressent. Maintenant, ta Neshama, elle ressent le futur. Mais toi, tu ne le vois pas parce que tu ne vois que ce que tu vois. Puisque tu es un adepte d'un gars qui a réussi à mêler la Touma et la sainteté. Ça s'appelle Saint Thomas. Il a dit, je ne crois que ce que je vois. Mais nous, on sait très bien que le futur, il existe. Ouais. Comment il s'appelle le futur à venir? Le Mazal. Non, c'est quoi le Mazal? Le Mazal, c'est la structure énergétique prête pour accueillir les futures transformations d'atomes pour créer une autre réalité. Maintenant, tu ne peux pas voir le Mazal, mais tu peux le ressentir. La Neshama, elle ressent le futur. Mais le problème, c'est que le psychique et l'intellect, il dit, oh non, excuse-moi, écoute, il faut être pragmatique, il faut être réaliste. Ok, mais quand tu dors, tu vois le futur. Tu sais pourquoi? Parce que ta Neshama, elle passe par l'étage du Mazal. Quand tu es en transe, tu vois le futur. Pourquoi? Parce que tu n'es plus soumis à ton cerveau. Et ton cerveau, lui, il voit que le présent. Ils disent le Rambam, quand l'intellect actif, il est mis au repos, la fonction imaginative, elle est prise en charge par la Neshama. Et la Neshama, elle va fabriquer l'image du futur dans le ressenti, d'accord, du futur. C'est pour ça que des fois, vous arrivez dans une situation et vous dites, mais j'ai déjà vécu cette situation. Les goïms, ils appellent ça le déjà-vu. Mais c'est quoi le déjà-vu? Le déjà-vu, c'est que quand tu dors, ta Neshama, elle passe par le Mazal, et dans le Mazal, il y a déjà le futur. Après, elle monte chez Hachem. Mais entre-temps, elle a perçu quelque chose. Ce qu'elle a perçu, c'est ensuite traduit sous forme de sensation par le cerveau. Mais comme le cerveau, il n'a pas la mémoire du ressenti, donc il oublie. Mais quand il se retrouve à la Brit Mila, il dit, attends, mais c'est pas possible, c'est la première fois que je viens à Angers, pour une Brit Mila en plus, et que je vois cette situation, et je vois le cocktail, et je vois la belle-mère qui se sent pas bien sur la chaise, et je me rappelle que dans mon rêve, il y a un serveur qui est tombé avec un gros plateau, et paf, le mec il tombe. Bam. Donc il se demande s'il n'a pas abusé des vitamines illégales qui détruisent l'étanchéité des compartiments entre l'imagination, l'intellect actif et la perception. C'est pour ça que l'ancêtre de Sylvester, Arthur Rimbaud, très connu, mais pas au Vietnam, c'est connu qu'il prenait des vitamines à base d'opium pour réussir à avoir une vision avec laquelle il a écrit ses poèmes. Vous saviez ça, non? Arthur Rimbaud. C'est le même. C'est une réincarnation. Ouais. C'est Rimbaud, c'est pas n'importe... Voilà. Donc maintenant, ça veut dire que ce qu'un fumeur il peut percevoir pendant un centième de seconde, Baba Salé, il l'entend réel tous les jours. Parce qu'il a purifié les écrans qui sont devant son âme. Et comme l'âme, elle voit en présent continu, donc ce que nous, on appelle un flash d'intuition, lui, il appelle ça la prophétie. Donc si le tzaddik, il est Roé Moussof, Aolam Ve'atzofo, il voit d'un bout à l'autre du monde, et que de la même manière que le monde de la matière, il va jusqu'au bout de l'univers, le monde du temps, il va jusqu'au bout de l'univers, donc c'est normal que le tzaddik, il voit dans le temps à l'avance. Tu dis, oui, mais on ne peut pas voir le futur puisqu'il n'est pas là. Oui, mais on peut le ressentir. Oui, mais encore une fois, la différence, c'est que toi, tu ne vois que ce que tu... Toi, tu ressens ce que tu vois un lion, t'as peur, et lui, c'est l'inverse. Lui, il arrive à mettre des images sur ce qu'il ressent. Et comme il a un ressenti qui vient de l'intérieur, ça s'appelle Libi Omerli, mon cœur me dit, et son cœur lui dit que dans cette pièce, il y a quelqu'un qui a le cancer, et lui, il l'a pas. Donc il dit au gars, vous avez le cancer? Le mec, il dit, attends, mais Rav, je vous ai rien dit, comment vous savez? Parce qu'il a ressenti la douleur d'une annonce d'un cancer. Vous me suivez ou non? Celui-là, il a ressenti la joie d'une grossesse. Alors il dit, vous êtes enceinte. La femme, elle dit, mais Rav, c'est pas possible, on n'a pas fait de test, ça fait 10 ans qu'on attend.
Mais lui, il a ressenti la joie qu'on lui annonce la naissance. Donc il a dit, si j'ai ça, mon cœur l'a perçu. Donc c'est juste qu'il a traduit ouais, en analogique ce que son cœur, il a perçu en numérique. Il a imprimé la photo. Vous direz, oui, mais c'est pas évident, parce que il y a l'extérieur, il y a le regard de l'autre, il y a... Ok, ça, je te parle pas des gens qui vivent dans l'extérieur, des gens qui vivent dans le superficiel, des gens qui vivent dans la matière, des gens qui vivent dans la temporalité, des gens qui vivent dans l'opportunité. Je te parle pas de ceux-là, moi. Ceux-là, ils sont dans la matière. Tu veux leur demander, ils voient pas plus loin que leur nez. Tu leur dis, qu'est-ce qui se passe dans la pièce à côté? Le mec, il dit, je viens, il y a la porte, elle est fermée. Alors, comment il va savoir qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans? Comment il va savoir qu'est-ce qui se passe en Bolivie? Il y a un rave très connu. Il y avait un enfant qui avait été enlevé. Il lui a montré une carte. Maintenant, il ne connaît ni la pays, ni la vie, ni rien. Il a pris la carte, il a dit, l'enfant, il est là-bas. Ils l'ont sorti là-bas. Il était enlevé. Moi, quelqu'un, il était avec moi, il m'a raconté, il était avec Baba Salé dans une voiture. Et le mec, il était en train de chercher le cours de la bourse dans un journal. Baba Salé, il ne savait pas lire en français. Il s'est énervé que l'autre, il perdait le temps, il dit, donne-moi le journal. Il a fait comme ça, il a tourné les pages, il a dit, c'est là. Maintenant, il ne sait pas lire. Il a regardé, il a vu le cours de la bourse de l'or, il est là. Mais Baba Salé, il sait que c'est là. Mais il ne sait pas lire. L'autre, il sait lire, mais il ne sait pas où c'est. Je sais que ça fait peur. Ouais. Mais c'est ça la connaissance. Il dit, ouais, je voudrais la connaissance, la connaissance. Tu sais comment on fait pour avoir la connaissance? Il faut d'abord avoir la reconnaissance. Quand tu as la reconnaissance de tout ce qu'Hachem il a fait pour toi, quand tu as la reconnaissance de ce que la Torah elle a fait pour toi, tu vas avoir la connaissance. C'est l'inverse. Les gens ils croient qu'ils disent il faut d'abord avoir la connaissance pour avoir la reconnaissance. Non, il faut d'abord avoir la reconnaissance pour avoir la connaissance. Donc ces gens-là qui disent bah Hachem toute la journée, ils te racontent ta vie. Et ceux-là qui te disent écoutez, il faut rester pragmatique, on ne peut pas envisager le futur, on n'a pas la maîtrise des événements, et en fait on essaye au mieux d'être adapté à une réalité qui s'impose à nous, ça s'appelle les pessimistes. Voilà. Après ils disent ouais, toute la vie, et même leur gueule elle est déformée. Ça fait tellement longtemps qu'ils font la gueule, alors que le sourire il est censé muscler le cerveau, le visage, et ils ont la ride de l'arme comme ça. Ça fait des années qu'ils font la gueule. Le jour où j'ai vu quelqu'un, il est comme ça. Mais au naturel, hein. Au naturel, quand même. Je voulais prendre une photo, j'ai dit, c'est pas possible. Attends, les paléontologues, il va faire un truc avec. C'est une nouvelle race qui est apparue dans le monde. Non, elle existe depuis longtemps, mais celui-là, il a l'honnêteté de le montrer. D'accord, ça s'appelle Mshon. Mais... Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous avez compris que si on dit, comme ce train-là, ouais, que le train, à l'intérieur, ouais, il va jusqu'au bout, il va jusqu'à Marseille. Mais quand tu es à l'extérieur du train, qu'est-ce que tu vois, toi? Un wagon, 2 wagons, 3 wagons. Eh bien, c'est exactement pareil. Dans la vie, l'extérieur des choses, elle est limitée. Ça s'appelle le présent relatif. Mais l'intérieur des choses, elle est illimitée. Ça s'appelle le présent absolu. Ça va? Maintenant, à l'intérieur du train, ça va jusqu'à Marseille. Mais toi, tu n'as pas les yeux pour voir Marseille. Donc, qu'est-ce que tu vois? Tu vois 2 ou 3 wagons. Maintenant, la Torah, elle te propose le présent absolu. Toi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux le présent relatif. Donc, c'est limité. C'est comme si tu regardes la vie par un trou de serrure. Donc, tu vois une main en train d'écrire une lettre. Mais tu ne sais pas qui c'est qui écrit la lettre. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans la lettre. Tu ne sais pas à qui elle s'adresse la lettre. Alors, toute la vie, tu peux voir en limité. C'est comme si tu essayais de comprendre la politique française en lisant les journaux. Un jour, le patron de la DSTI va t'expliquer qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Un jour, le patron de la CIA, il va t'expliquer ce qui s'est passé. Ouais. Et après, le patron de la CIA, il va dire, vous savez, en fait, on a rencontré un tzaddik là-bas dans le désert et c'est lui qui nous a donné ce conseil. Donc, en fin de compte, en dessous de la CIA, il y a le tzaddik. Donc, quand on dit tzaddik qui est dans l'âme, le tzaddik, il est le fondement du monde. C'est vrai, c'est comme ça. Même Poutine, il a rencontré des tzaddikim. Ouais. Même le secrétaire personnel de la reine d'Angleterre, il est froum, il est religieux, il est en correspondance avec un grand tzaddik, un Mekoubal. Tous les jours, ils se parlent. Et tu te dis, maintenant, c'est pas possible, les grandes décisions de l'Angleterre. Ouais. Mais alors, est-ce qu'on voit à la télé de la housse, Poujadas, tout ça? C'est vrai que c'est la housse. Enlève la housse, et en dessous, il y a la vérité. C'est de la housse, c'est tout. Mais quand même, ça fait plaisir, on a l'impression d'être au courant. C'est vrai, ça peut aider en plus. Tu mets ça aux toilettes, ça va vraiment aider.
Et le tzaddik là-bas, jeté là-bas, qui est rien, sur une tombe là-bas, sur un tzaddik au Maroc, tu vas, tu lui poses une question, il te répond. Et lui, il est plus au courant de l'actualité que toi qui est dans la DST ou dans la CIA. Bizarre, non? Je te dis, tzaddik qui est ça dans l'âme. T'as pas compris encore? Même Napoléon, quand il est parti en Russie, il s'est arrêté chez le Maguide de Metternich. Ouais. Il lui a dit, ne pars pas, tu vas perdre la guerre. Et lui, comme il était fier, comme un Macron, comme un empereur, il a dit non. Regardez rien que les services, le Mossad, il avait prévenu pour le Bataclan. La France n'a pas voulu savoir. On n'a pas besoin de vous. 140 morts. Mais dans la vie, c'est pareil. C'est comme si tu vas voir ton beau-frère, tu dis arrête d'insulter ma soeur. Ouais, c'est parce que ta soeur, tu prends parti. Non, je te le dis parce qu'elle va craquer, elle va partir. Alors que tu vois, c'est pas le Mossad, là, c'est ton beau-frère. Et toi, tu fais le fier, tu dis non, non, ma mère, elle n'est jamais partie. Ok, mais ton père s'est pendu, c'est vrai, d'accord. Donc, celui-là, il te prévient. Celle-là, il te prévient. Les enfants, il te prévient. Le voisin, il te prévient. Le rave, il te prévient. Et toi, tu dors. Et c'est marqué dans la paracha de cette semaine. Vous avez lu la paracha, non? Ce matin. Oui, non? Qu'est-ce qui est marqué? Quand il y a eu Barad, quand il y a eu la grêle, qu'est-ce qui s'est marqué? C'est marqué Kol Yere Hashem, tout celui qui craignait Dieu. Il a prévenu ses serviteurs, il a dit enlevez le bétail et allez vous cacher parce que la grêle va tomber. Et après, qu'est-ce qui est marqué juste après? Et tout celui qui ne craignait pas Dieu, il n'y a pas écrit ça. Il n'y a pas écrit tout parce qu'il n'y a pas écrit celui qui craignait Dieu, il a rentré le bétail. Et celui qui ne craignait pas Dieu. Non, et c'est marqué Umish Elos Chatlibo, celui qui n'a pas mis son cœur de ça. Il n'a pas mis son attention. En français, on dit il n'a pas pris à cœur. Ben, il a été massacré. Il a laissé ses serviteurs se faire massacrer sur la grêle. Alors, un French Shmulevitz, si vous avez l'occasion de l'étudier, très 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 bon. Hein. Ouais. Il a dit là-bas, il a fait tout un chiot sur Simatlev. Mais c'est quoi Simatlev? Simatlev, c'est prendre à cœur. C'est quoi prendre à cœur? Pas apprendre à prendre à carreau, à la belote. Ouais. Prendre à cœur. C'est que tu prends la chose, tu la mets dans ton cœur. Eh bien, le cœur, c'est l'intérieur de la personne par rapport à l'extérieur. L'extérieur, on a dit celui qui réagit. À l'intérieur, c'est celui qui décide. Ouais. Prendre à cœur, c'est l'intérieur du train par rapport à l'extérieur du train. Vous suivez toujours? Donc ça, c'est l'absolu, ça, c'est le relatif. Prendre à cœur, c'est-à-dire que tu vas arrêter de te prendre la tête pour des bêtises, sur des détails avec ton mari, comme ça, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Tu veux rentrer dans l'absolu, tu vas dire, écoute, au niveau des midotes, notre couple n'est pas construit. Au niveau du respect, il n'y a pas de respect. Ça, c'est de l'absolu. Mais tu veux continuer. Tu m'as pas aidé à sortir les trucs de la voiture. Tu parles mal aux enfants. Tu veux continuer les détails. Mais tu ne vois que 3 wagons. Mais c'est dommage. Le train, ça fait 22 ans qu'il est là. Tu veux pas rentrer à l'intérieur du train. Tu veux pas voir l'essentiel. Donc c'est ça qui est incroyable. Que pour être efficace dans le présent relatif, il faut aller fouiller dans le présent absolu. Sinon, tu vas continuer à apporter des solutions superficielles à des problèmes superficiels. Étudier les problèmes essentiels, tu en es conscient. Mais comme tu n'as pas accès à l'essentiel, tu vas apporter aussi des solutions superficielles à des problèmes essentiels. Or, les problèmes essentiels, quand tu leur donnes des solutions superficielles, genre tu fous rien à l'école, tu dis je vais changer de stylo. Quand tu as un cancer de la peau, tu lui proposes de la crème Nivea. Tu dis avec beaucoup d'émouna. Tu sais, avec les émounas, c'est même pas la peine de mettre la crème. Hein. D'accord? Sauf que tu veux donner une solution superficielle à un problème essentiel. Eh bien, il ne se résout pas. Parce que tu es toujours dans les enfantillages, dans les gamineries, dans les mesquineries, dans le ponctuel, dans le petit. Il faut sortir du ponctuel. Ouais. Ça, c'est Chaye Olam, ça, c'est Chaye Shah. Tu es dans le Chaye Shah, mesquine. Chaye Olam, c'est la vie éternelle. Tu prends du recul, tu dis, wow, allez, c'est quoi le problème? C'est quoi la question? C'est quoi la réponse? Mais tu sors de tous les filtres, gava, flemme, lourdeur, bêtise, superficialité, maroquinerie, tuniserie, Algérie. Oui, ça suffit, ça y est, c'est bon. D'abord, vous, ni toi ni moi, on est nés là-bas, qui sont en train de te prendre la tête, vous les Algériens. Ouais. Donc, c'est-à-dire, il faut y aller là, il faut aller au travail, mais il faut aller au travail dans l'essence. Et ben, c'est ce qui est bizarre, c'est que la Torah, elle t'oblige à plonger dans l'essentiel, donc qui est caché, donc qui est dans l'absolu, pour pouvoir résoudre le problème du superficiel qui est à l'extérieur. Ça s'appelle en français. Ça veut dire que quand on te dit qu'il faut vivre son temps, vivre au présent et maîtriser le temps, vous avez compris qu'il faut que tu tiennes le temps des deux côtés.
Ouais, le temps absolu, le temps relatif. Parce qu'ils ne fonctionnent pas de la même manière. Ça s'appelle le recul, ça s'appelle la maturité. Nous, on appelle ça la teshuva, on appelle ça la prise de conscience, on appelle ça le yeshuva da'at, on appelle ça da'at elion. C'est ça da'at elion, c'est que la personne, elle a du recul, elle voit de loin. C'est pour ça qu'à partir de 40 ans, même quand tu n'as pas fait d'effort spécialement avec tes yeux, tu n'arrives pas à lire. Tu es obligé de faire comme ça. Tu dois prendre du recul. Après, tu regardes tes enfants, tu te dis, mais attends, ils ont grandi. C'est plus une gamine, c'est une femme. Wow, tu vois ton fils, mais c'est un Ben Adam. Il a 19 ans, il a 20 ans. Tu dois lui parler différemment. Va te coucher, baisse les yeux, baisse les yeux. Fais attention parce qu'il va trouver quelqu'un qui va lui lever les yeux. Ce qu'a dit la Torah. Dis-leur la vérité, sinon le dealer leur dira. Confirmation par texto. D'accord ? Donc, de la même manière, quand on réfléchit, qu'en fin de compte, le rapport qu'on a avec le temps, c'est le rapport qu'on a avec le présent. Or, le présent, il est le produit de la volonté d'Hachem, puisque Hachem, il est Yud Kevavke, il est Me'ave, il est Ové et Me'ave. Donc, il est Me'ave Kol Havayot. Or, on a dit que Me'ave, ça veut dire celui qui fait être. Mais il fait être quoi ? Il fait être ce qui est, donc la réalité, mais il fait être aussi le présent de la réalité. La temporalité de la réalité, vous me suivez ou non ? Parce que puisque la matière, elle contient les atomes plus le temps, donc Dieu qui fait, et c'est l'expression de quoi ? De sa volonté que la matière soit, et de sa volonté que le temps soit, donc la redistribution de la matière dans le temps, ce qu'on appelle en français l'événement, ouais, c'est Dieu qui fait ça. Donc Hachem, il est en face de moi, il me propose ce présent, il me propose cette réalité. Mais moi, je suis fait à l'image d'Hachem. Dieu, il est fait à son image. D'accord ? L'homme est fait à l'image de Dieu. Donc l'homme aussi, il fait être son présent. Et les deux, il va créer la réalité qui est en face de lui, et en même temps, il va être présent dans cette réalité. Donc en fait, l'homme, quand il répond présent, ouais, eh ben, il assume le présent qu'on lui propose, ouais, dans la temporalité qui lui arrive. Maintenant, le blata, il laisse passer les événements. Donc, il ne répond pas présent. Maintenant que tu ne réponds pas présent parce que tu dors, ou que tu ne réponds pas présent parce que tu n'es pas prêt, ou tu ne réponds pas présent parce que tu n'as pas confiance en toi, ou que tu n'as pas de respect de toi-même, ou parce que tu es pris dans ton Yetzerara, ta roude, ouais, ou parce que je sais pas moi, tu n'as pas réfléchi, ou parce que tu es mal. Mais le temps, il passe quand même, là-bas. Je te dis, les diapos, ils viennent. Moi, je donnais cette image. C'est comme si tu arrives dans un endroit. Bonjour. Oui, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, écoute, ça s'appelle, c'est une société qui s'appelle Isdamnout. Ouais. En français, ça veut dire opportunité. Et il y a un tapis roulant avec des lingots d'or. Et sur chaque lingot d'or, il y a une étiquette en papier, autocollante, mais elle est blanche. Ah bon ? Et comment ça se passe ? Eh bien, c'est très simple. Voilà, tu as des tampons ici. D'accord ? Sur le tampon, il y a ton nom. Si tu veux, tu tamponnes. Là où tu tamponnes, c'est à toi. Le mec, il dit, attendez, j'ai pas compris. Il y a un tapis roulant avec des lingots d'or, 8 kilos chacun. Donc, vous connaissez le prix du gramme, d'accord ? Et chaque lingot d'or où je tape, c'est à moi. Il dit, c'est à toi. Mais tamponne. Et qu'est-ce qu'il dit, le mec ? Je m'en tamponne. Du coup, il se tamponne. Mais c'est exactement pareil, la vie. La vie, c'est comme ça. Il y a une opportunité. Tamponne. On t'envoie à l'école. Apprends. On t'envoie quelqu'un de bien. Investis. On t'envoie une occasion de changer. Change, on t'envoie une occasion de travailler. Travaille, on t'envoie une occasion de t'améliorer. Améliore. Non, ça me saoule, c'est pas mon niveau, j'ai pas le temps. On verra demain, j'ai besoin de réfléchir. Qui a dit, où c'est marqué, c'est difficile, c'est pas mon problème, c'est toi qui es folle, c'est toi qui es fou, je me sens pas concerné, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça vient faire dans ma vie, c'est trop tôt, c'est trop tard, c'est pas le moment. Et les lingots, ils passent. Après, on vient te dire, il vous reste 2 mois. Tu dis non. Et là, tu cherches à tamponner. Et là, tu tamponnes des boîtes de médicaments, des ordonnances, des rendez-vous avec le cancérologue. Mais Gabriel, toute la vie, on t'a fait passer des lingots d'or. Mais tamponne. C'est pour ça qu'il dit le Rabbeinu Yona, dans Pirkei Avot, que le projet du Yetzirah, c'est pas les Averot, c'est la perte de temps. Il veut te faire perdre ton temps. Vous me suivez ou non ? Donc jusqu'à l'âge de 15 ans, tu ne savais même pas que tu existais.
voir que tu étais à l'intérieur. À 15 ans, en éclatant un bouton d'acné, dans la salle de bain, tu dis, mais il y a un mec derrière. Juste à ce moment-là, elle vient la révolution sexuelle, découverte du sexe opposé. Il faut absolument que tu te réalises au niveau équatorial. En même temps, la crise avec les parents, la pression sociale, qu'est-ce que tu vas faire plus tard, qu'est-ce que tu vas devenir, la pression des jeux, de la FIFA, de faire 180 000 points, d'accord, la superficialité, la lourdeur, la nouvelle religion qui vient d'apparaître, Netflix. Ouais. À Pontigny, t'as 20 ans, t'as eu ton bac, tu fais un an d'yeshiva, tu pars à la fac, tu fais l'armée, et tu pars être pris dans un tourbillon, mais manque de peau, tu vas à la yeshiva, mais t'as ta copine dans la tête, donc tu perds la yeshiva. Après toi, tu vas au séminaire, mais tu penses à ton mec, donc tu perds le séminaire. Après, tu rentres à la fac, mais tu dis, qu'est-ce que je fous là, je suis là-bas. Après, t'es parti avec Massa. Après, tu dis, mais qu'est-ce que je fais en Israël? En fin de compte, c'est pas là-bas que je voulais vivre. Pourquoi? Iker, avodat, ayetzara, les balbel et tadiot. Le principal objectif du Yetzara est d'embrouiller l'esprit. Et la mitzvah, c'est quoi? Birour. Kol avodat, à Moussar, les varères, il faut le birour, la clarté. Tu te dis, mais c'est vachement dur d'être clair à 20 ans, on est des gamins, on est des minots, on est des... Je sais que c'est la maladie la plus répandue, mais malheureusement la moins soignée, ce qu'on appelle la bonnerie, avec une lettre d'écart dans l'alphabet. C'est pour ça que moi j'ai commencé à 14 ans, j'avais très peur. À 14 ans, j'ai commencé avec des poèmes. Après j'ai réfléchi sur des phénomènes, après j'ai développé des principes philosophiques, pour arriver à 20 ans, qu'au moment où vous allez me poser les vraies questions, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, quel niveau intellectuel, quel niveau spirituel, quelle personne t'épouse, je peux répondre. Mais qu'est-ce qu'ils font les gens? Je te dis, jusqu'à 15 ans, ils n'existent pas. Entre 15 et 20 ans, ils sont pris dans le bilboul entre sexualité, avenir, Boris Vian et Rabbi Akiba. Ouais. Après, il rentre à la fac, il a pris à droite, il a fait du droit. L'autre, il se sentait mal, il a fait médecine. L'autre, il voulait soigner ses névroses, il a fait psycho. Ouais. Après, au bout de 8 ans, il dit, bon, c'est pas vraiment ce que je voulais, mais bon, mon père m'a dit que. Entre-temps, elle est tombée enceinte, il l'a épousée. Après, il faut payer le loyer. Il n'a jamais pris le temps de dire, oh, tu vas là. Qu'est-ce que tu fais? Le Rambam, il dit, un homme qui n'a pas 1 heure par jour pour réfléchir à sa vie, c'était pas un homme. Peut-être un cheval ou là, un cafard, mais pas un homme. Donc qui c'est qui organise ça? C'est lié de ça. Ça, c'est comme dans les camps de la mort. Dès qu'ils arrivaient, ils descendaient du train, les bergers allemands, les cris, les coups, les trucs, pour que les mecs ne réfléchissent pas. Allez à droite, à gauche, allez, montez dans les camions, montez. Les douches, les trucs, la mort. Et l'autre, et après il termine, il a la tête rasée, il est en pyjama, il a un numéro, on lui dit, dis-moi, tu sais où elle est ma mère? Ta mère, elle sort par la femelle, par la cheminée. C'est ça, etc. Il crie, il te fait des trucs, des embrouilles, des stress, des malaises, des faux problèmes, l'argent, les nerfs, le pavillon, les trucs, l'ascension sociale, le regard de l'autre, la nervosité, comme ça tu réfléchis pas. Mais pourquoi le bon Dieu il a donné le Shabbat? Enlève la prise. Les prières, enlève la prise. La Emouna, enlève la prise. Les gens qui t'aiment, enlève la prise. Ouais, c'est pour justement que tu trouves ta clarté. Parce que c'est ça tout le projet. Maintenant, quand tu es clair, tout de suite, la fumée, elle se dissipe. Tu dis, mais voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Mais c'est sûr que les outils, il faut les avoir avant. Vous me suivez ou non? C'est pas que maintenant qu'il y a la fuite d'eau et que le tuyau est éclaté, que tu te demandes si tu as une clé à molette. Ah, j'ai pas de clé à molette, j'ai pas de clé à molette, j'ai pas de clé à molette, j'ai pas de clé à molette. Chez toi à la maison, tu as la pince et la clé à molette. Le tuyau, il a truqué. Tu prends ta clé, tac, 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 hop, tu changes le joint, hop, tac, 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 c'est terminé. Alors, de la même manière que tu as les outils physiques chez toi, parce que ça devient une extension de Leroy Merlin, tu as les outils psychologiques, tu as installé le logiciel. Vous savez, une fois, j'ai envoyé un programme à quelqu'un. J'envoie des programmes pour que les gens y travaillent. Donc, je lui envoie des fichiers. Bon, ça s'appelle des fichiers parce que c'est des choses qui, en général, proviennent des problèmes que tu as dans la vie. C'est pas grave. Alors, je lui envoie des fichiers Word. Et ça va? Il n'y en a pas beaucoup qui suivent. Donc, et le mec, au bout d'1 heure, il me dit, Raven Chetri, il m'envoie des emails, j'arrive pas à ouvrir. Et moi, je ne comprenais pas. Je dis, mais attendez, mais c'est quoi votre problème? J'en envoie 10 par jour, des programmes. Vous cliquez sur le fichier, il s'ouvre. Il me dit, moi, il ne s'ouvre pas. À la fin, j'ai dit, attends, excusez-moi, une question idiote à 2 balles. Vous avez Word? Le mec, il dit, non, il est payant. Je dis, mais de quelle ville du Maroc vous venez? Non, mais c'est vrai, quoi. Word, c'est d'office.
Ça va? Oui, non? Maintenant, quand tu as installé Word et que tu reçois un fichier Word, il s'ouvre. Ça va? Oui, non? Voilà. Mais dans la vie, c'est pareil. Quand tu as installé le logiciel patience et tolérance et qu'il arrive un fichier énervant et laxatif, mais toi, tu as le logiciel. Tu l'ouvres, tu le vois, tu le gères. Mais si tu n'as pas installé la patience, et tu n'as pas installé la réflexion, et tu n'as pas installé la maturité, et tu n'as pas installé la crainte de Dieu, et tu n'as pas installé l'amour, et tu n'as pas installé le positivisme, il y en aura des fichiers qui vont arriver. Et tu n'arrives pas à les ouvrir. Et ça t'énerve. Et ils se cumulent. Ils te font péter la boîte mail. Mais installe les fichiers. Vous me suivez ou non? Mais c'est évident. C'est pour ça que les gens, ils des fois, des problèmes de goût. Ah, mais écoutez. Il y a de la communication? Non. Il y a de la solidarité? Non. Il y a de la reconnaissance? Non. Il y a de la bonté? Non. Il y a de la finesse? Non. Il y a du respect? Non. Il y a un effort au niveau du langage? Non. Qu'est-ce que vous faites chez moi avec vos problèmes de quoi? De khmar. Tu les mets dans de la merde. Ils vont pas te fabriquer des gâteaux. Je dis alors allez travailler vos midotes et après on revient, on parle. Pourquoi faire? Je vais perdre ma vie moi pour écouter des brels qui m'expliquent que c'est à cause de l'autre. Quoi, moi je vais chez qui moi pour parler de mes problèmes? T'as compris ou non? Je suis pas une cuvette de toilette moi. Chacun la sienne. En plus tu marches dedans, ça porte bonheur. D'accord? Je sais que c'est extrêmement gênant, mais c'est ça l'idée. Ça veut dire que la personne, elle doit se prendre en main. Allez, vas-y, va. On te dit, on va te débrouiller. Ouais. Mais c'est ça l'idée. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, toi, si tu as la Emouna, si tu n'as pas la Emouna, il vaut mieux habiter à un étage élevé. Mais si tu as la Emouna, tu sais que ce qui t'arrive, c'est pas par hasard. C'est que le bon Dieu, dans tes diapos, il a mis un problème avec cet enfant. Il t'a mis une opportunité d'acheter un appart. Il t'a mis une prise de poids soudaine. Il t'a mis un problème à la thyroïde. Il t'a mis une femme qui a des bonnes midotes. Il t'a mis un mari qui ferme les yeux sur certains découverts. Mais ça, c'est au présent. Maintenant, ça, c'est ce qu'il te propose. Maintenant, toi, tu aurais voulu autre chose. Arrêtez d'être amoureux du mari que vous n'avez pas. On n'épouse pas un espoir, on épouse une réalité. Ouais, arrêtez d'imaginer que votre femme, elle est devenue la personne que vous auriez voulu qu'elle soit, c'est-à-dire votre ex. Maintenant, c'est quoi aimer? Aimer, c'est Ava. Ava, c'est Echad. Echad, c'est un, c'est adhérer. Donc, adhérer, c'est accepter. Accepter, c'est faire un avec son présent. Donc, c'est vivre au présent, le présent. Donc, quand tu aimes, c'est que tu acceptes. Toi, tu dis, j'aime pas. Mais non, c'est le contraire. C'est d'abord on accepte, après on aime. Toi, tu dis, non, d'abord j'aime, après j'accepte. Mais ça ne marchera jamais. Parce que quand tu n'as pas branché la prise, le courant ne passe pas. Toi, tu dis, non, je veux d'abord qu'il y ait le courant qui passe, et après je branche la prise. Non, d'abord tu fais des efforts de solidarité, bonté, reconnaissance, investissement, sacrifice, remise en cause, et là, tu mets la prise, et ça passe très bien. Le courant passe très bien, mais très très bien. Alors que les gens ils disent non. Écoutez, Rav, j'ai pas de sentiment. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai pas de sentiment. Mais des fois, ils me disent 14e chidour, chaque fois, Rav, j'ai pas de sentiment, j'ai pas de sentiment. Moi, excuse-moi. T'es égoïste? Ouais. T'es orgueilleux? Ouais. T'es égocentrique? Oui. T'es prêt à t'investir? Non. T'es genre gratteur, toi? Oui. T'as pas de respect de toi-même, effectivement. Tu manques de confiance en toi? 100%. Qu'est-ce que tu as une valorisation de toi-même? Non. Tu as un problème avec le doute? Ah oui, je suis une incertitude incarnée. Mais qu'est-ce que tu espères, toi? Tu veux qu'elle fasse le travail pour toi? Tu veux qu'elle t'épouse? Tu veux qu'elle t'assomme? Tu veux qu'elle te charme? Tu veux qu'elle t'oblige à devenir la personne que tu es censé être? Donc, en fait, tu veux que l'autre il vive à ta place. Et en plus, tu lui reproches de ne pas être à la hauteur de tes attentes, c'est-à-dire de ne pas être à la hauteur d'être devenu la personne que tu aurais voulu être. Mais il faut te soigner, Baba. Prends un exomile. Trouve un tabouret, je vais t'offrir une corde. C'est pas possible, t'es tellement nul que tu reproches à l'autre ce que tu n'es pas. Il faut faire le contraire. Il faut dire, moi, je dois faire mon travail. D'accord? Hachem, il m'a donné la vie. Il m'a donné la Torah. Il m'a donné l'intelligence. Il m'a donné des rabbanim. Il m'a donné des programmes. Il m'a donné des outils. Je vais travailler, c'est tout. Je travaille. Et quand tu travailles, tu vois que tout va mieux. C'est extraordinaire. Tout va mieux. C'est vrai.
Tu fous rien à l'école. Ouais, mon stylo ne marche pas. J'ai pas eu la chance d'avoir un cahier Clairefontaine. L'école n'est pas adaptée. C'est la pression dans l'école juive. Il y a de l'antisémitisme. Le programme, il est en avance. Les quotas du bac, ils sont trop durs. Mais est-ce que tu bosses, toi? Ah non, moi, je fous rien, moi. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu nous as préparé un dossier justificatif d'échec. Avant l'examen. Genre, je vais t'expliquer pourquoi je vais me planter. Bon, ce qu'on appelle un glandeur. En fait, t'es un glandeur. Comme des fois, ils viennent me dire, mais je suis triste, c'est dur pour moi la yeshiva, j'arrive pas à être assis pendant 4 heures. Mais tu restes à rester à la PlayStation pendant 8 heures. Tu arrives à regarder 2 films de 3 heures. Oui. Et bien, alors, le Tosfot, quelle différence? Ah, mais c'est la motivation. La motivation. Il y a motivation. C'est toi qui mets la motivation. Alors, si tu comptes sur ton Yetzirah pour te mettre de la motivation, c'est comme les femmes qui grossissent d'un seul coup. Vous connaissez ce phénomène? C'est une femme, elle est normale. Et un jour, elle prend 34 kilos. En 1 seconde. Vous connaissez ça ou non? Non, c'est quand le gars, il engage une secrétaire mince. Il engage une secrétaire mince, elle est en face de lui toute la journée, il la regarde, il la voit. Il rentre à la maison, d'un seul coup, sa femme, elle est grosse. Comme ça, d'un seul coup. D'ailleurs, quand il la voit, il dit mince. Alors qu'en fait, elle est grosse. Mais elle était comme ça. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a comparé. Qu'est-ce qu'ils disent les goïms? L'amour s'arrête quand la comparaison commence. Donc celui-là, il compare la science avec la Torah. Mais vu sa connaissance de la Torah, du coup, la science, elle est très belle. Comme c'est vu ou non? Celui-là, il compare l'insouciance du Brel au sérieux du mature. Évidemment que c'est fatigant d'être mature. Celui-là, il est jaloux du shalom de l'autre, alors qu'il ne regarde pas tous les efforts qui ont été fournis pour y arriver. Donc évidemment que son shalom à lui, c'est voir la montée du Mont Blanc avec les mains et les pieds attachés. Donc quand tu vois quelque chose de beau, ne dis pas c'est beau. Demande à l'autre comment il a fait. Comment tu as fait pour faire ça? C'est quand on voit une statue. Quand j'étais jeune, j'adorais la sculpture et tout ça. Mais tu réfléchis. La sculpture, c'est un morceau de marbre. Ouais. Et là, il est tellement bien fait. Il reproduit la forme humaine. Il reproduit la posture, l'attitude, le visage, le sourire, avec une pierre. Tu sais combien de coups de marteau il a mis, le gars? Tu sais combien de milliers d'heures de papier de verre? Tu sais combien de sortes de papier de verre pour polir la chose, pour arriver à la forme humaine, que dans un couloir, tu crois que c'est une personne? C'est énorme. Moi, une fois, j'étais à une exposition, je me rappelle, c'était à Place des Vosges, j'étais jeune. Et il y avait une exposition de sculpture, complètement nulle d'ailleurs. Et à la sortie, je faisais tout le tour comme ça, et à la sortie, il y avait une bouteille, une boîte en verre, et dedans, il y avait le marteau du sculpteur. Et moi, je restais pendant une demi-heure en train de regarder le marteau. Donc, il y a un gars qui m'a vu, il m'a dit, sûrement, tu là, il est marteau. Il m'a dit, mais vous avez, le mec de la galerie, il m'a dit, vous n'allez pas voir les sculptures? Je les ai vues. Je lui ai dit, elles sont nulles. Il me dit, mais pourquoi vous regardez le marteau? Je dis, parce que le bois du manche, il a pris la forme des doigts à cause de la sueur. En fait, le seul œuvre d'art qu'il a fait, c'est celle-là. Tout le reste, c'est de l'khra. D'accord, oui ou non? Réfléchis. Moi, j'avais 15 ans. Vous, à votre âge, vous devez comprendre ça, ouais. Que toi, tu crois que tu fais une œuvre, mais en fait, tu deviens meilleur. Toi, tu crois que tu fondes une famille, mais tu deviens responsable. Toi, tu crois que tu fais des mitzvot, mais tu deviens tzaddik. Ce qui a marqué chez toi, c'est le marteau. Regarde le marteau. C'est ça. Ashrei mi shebalekan vetalmudo beyado. Heureux celui qui vient ici, c'est-à-dire au monde futur, et son étude dans sa main. Alors, les 3/4, les commentateurs, ils expliquent que ça veut dire que la personne, elle connaît par cœur son étude. Mais le Rabbi Hananel, là-bas dans Shabbat, il dit non. Il dit c'est Talmudo beyado, Talmudo begoufo. Ça veut dire qu'il est devenu ce qu'il a appris. Ça va? Maintenant, comment tu deviens ce que tu apprends? De la même manière que coup après coup, la chaleur, c'est que pour déformer le bois, il faut de la chaleur et de l'humidité. D'accord? L'humidité de la sueur et la chaleur de tenir le marteau, ils ont déformé le manche qui était peut-être en chaîne. Ouais, parce qu'il faut que ça tienne. Pour lui donner la forme des doigts. Je ne sais pas si vous... Ouais. De la même manière, toi, la sueur que tu as mis dans la mitzvah, l'effort que tu as mis dans la mitzvah, l'intensité que tu as mis dans la mitzvah, ils t'ont changé ta personne. La sueur que tu as mis dans ton couple, ils t'ont changé ta personne. La sueur que tu as mis dans l'éducation des enfants, ils t'ont changé ta personne. C'est ça la différence entre l'élevage et l'éducation.
L'éleveur, il a épousé des milliers de poules, mais il ne change pas. Il a le même QI. QI. C'est pas grave. Ouais. Alors que l'éducateur, lui, il change. Parce que la différence entre l'éleveur et l'éducateur, c'est que l'éducateur, il s'éduque en même temps qu'il éduque. Alors que l'éleveur, il y a une vache et il y a lui. Il ne change pas. Donc maintenant, si tu réfléchis à ça, et vous croyez en Dieu, donc vous avez un présent devant vous, c'est une situation, comme un diapo, il y a une situation, d'accord? Quelqu'un il t'énerve, toi tu dis, m'énerve, mais non, il te donne une occasion de travailler ta patience. Quelqu'un il te tend la main, ah tu dis, ah il va me taper, mais non, il te donne une occasion de casser ton égoïsme. Vous suivez ou non? L'autre il comprend pas, il te dit, mais réexplique-moi. Il te donne l'occasion de développer ta pédagogie. C'est que si tu regardes le présent en tant qu'opportunité de devenir meilleur, mais t'es milliardaire. C'est pour ça que quand les gens disent, vous savez, il se passe rien dans ma vie, je dis parce que t'es mort. C'est vrai, tu vas au cimetière, c'est marqué CJ. Le mec, il est là. C'est très rare que tu vas au cimetière, tu te retournes, et le mec, il se lève, il se met à danser. Maintenant, il est mort. Il est mort. Hein. Excusez-moi, hein. Je m'excuse, hein, c'est pas un manque de respect pour les morts, mais quand tu vas au cimetière, tu vas pèleriner quelqu'un, le mec, il est là. Tu sais qu'il est là. C'est marqué CJ. Ils ont mis une plaque pour pas qu'il se barre. Et quand tu te retournes, tu dis, on ne sait jamais, tu sais, dans la fantaisie kafkaïenne de la perception d'une réalité, peut-être qu'il se lève le soir, il va se promener, oh là, il vit une autre vie, il a retrouvé son amour d'antan. Mais non, c'est fini, il est mort. Ça va, oui, non, oui, non. Vous comprenez ou non? Voilà, non, vous n'avez pas compris. Moi, je ne parle pas au premier degré, j'ai arrêté quand j'avais 8 ans. Donc le deuxième degré, c'est quoi? C'est pas le mec qui a un pantin avec une pierre sur la gueule, celui-là. Le pauvre, qu'est-ce qu'il a fait? Il est mort. Moi, je parle du mec qui est vivant. Et quand tu lui dis, écoute, va t'excuser. Va parler à ton fils, va parler à ta femme. Il dit, non, c'est mort. C'est lui qui a mis la pierre tombale sur lui. Vous avez compris ou non? Tu dis, ok, bon, écoute, t'as perdu 8 ans. Vas-y, reprends les études. Ah non, c'est trop fatigant. Hein. C'est lui qui a tué l'histoire. Ok, t'as planté le magasin, c'est pas grave, écoute, tu l'as encore pour 4 mois. Viens, on relance une ligne. Tu fais un magasin temporaire, tu prends 20 000 et on fait autre chose. Ouais, ça sert à rien, j'ai plus le moral, j'y crois plus. Ah ben, le mec, il a dit, je suis mort. Si j'ai la joie, si j'ai l'espoir, si j'ai la émouna, si j'ai l'avenir, eh ben, crève. Mais c'est lui qui l'a dit. C'est pas toi, hein. Vous comprenez ou non? Parce que les gens, ils croient que les circonstances les obligent à. Rabotaille, excusez-moi de vous le dire. Mais on va mourir, vous le savez, ça. Je sais, Simsileno, Laura Lino, tout. Mais on va mourir. Alors faites-moi plaisir. Ne mourrez pas de votre vivant. Moi, je connais des gens à 40 ans, ils ont commencé des études de droit. Et il a réussi, le mec. Il a fait. Sans son doctorat, Baba Hlada. J'en connais un autre, le pauvre. Il a commencé kiné. Il a fini à 45 ans médecine. Parce que les années, les trucs, les redoublements, le travail. J'ai à 45 ans, ça vaut pas la peine. Bon, à part ça, le mec, il a 14 spécialités en médecine parallèle. Ouais. C'est un génie. Donc, en vérité, il se sert de son diplôme de médecine pour appliquer sa médecine parallèle, qui est beaucoup plus efficace que sa médecine traditionnelle. Ouais. Mais il a tenu quand même. C'est pas évident, 45 ans. Donc, les mecs à 18, ils ont plus la pêche. À 19, ils disent, ça y est, je suis blasé, je suis fatigué. J'ai plus de force. Donne-moi un Red Bull. Donc ça veut dire quoi? Il ne faut pas mourir de son vivant. Il ne faut pas être vieux déjà depuis sa jeunesse. Il ne faut pas être Allah. Il ne faut pas être handicapé quand on a la chance d'avoir ses jambes et ses bras qui fonctionnent. Il ne faut pas être paresseux quand on a la chance d'être vivant. Il ne faut pas être lourd quand on a un cerveau qui fonctionne. Il ne faut pas. Non, le gars, que le pauvre, c'est sa nature. Il est condamné, il est comme il est. Qu'est-ce que tu veux faire, le pauvre? S'il est comme il est. Mais s'il suit là, avec le peu qu'il a comme potentialité, il travaille à fond, il a plus de mérite que celui qui en a plus, mais qui fait à moitié. Vous me suivez ou non? Regardez le Harizal, il a combien? Il a vécu une trentaine d'années. Ce qu'il a fait en une trentaine d'années, c'est ce que peut-être 3000 étudiants de Torah à 100% de leur vie, durant 120 ans, ils ne vont pas réussir à faire. Parce qu'il y a une question de temps, mais il y a une question d'intensité. Or, rappelez-vous que le temps extérieur, donc le temps relatif, lui, il est limité, ça s'appelle les heures, les minutes et les secondes, mais le temps intérieur, lui, il n'est pas limité. D'accord? C'est pour ça que la teshuva,
elle a été créée avant que le monde existe. Quand Hachem il a créé le monde, avant de créer le monde, il a créé 10 choses. Parmi les 10 choses qu'il a créées, il a créé la Teshuvah. Maintenant, pourquoi il a créé la Teshuvah avant? Tu sais pourquoi? Parce que s'il avait créé la Teshuvah après, quand Hachem il a créé le monde, il a créé la matière, et quand il a créé la matière, il a créé le temps. Donc la Teshuvah aurait été liée au temps. C'est aussi pour ça qu'il a écrit la Torah avant de créer le monde, pour que la Torah ne soit pas limitée par le temps. C'est-à-dire comment, avec un texte qui a 3500 ans, on arrive à répondre à des questions actuelles. Parce que actuel et pas actuel, ça ne veut rien dire pour la Torah, puisque la Torah, elle existait avant que le temps existe, donc elle ne peut pas être dépassée par le temps. À plus forte raison par l'actualité, qui se développe au niveau superficiel, mais qui au niveau fondamental est de plus en plus débile. C'est la différence des générations. Les Incas, c'était des sauvages, ouais, mais les Incas, ils ont fait des pyramides qu'on ne sait pas comment ils ont fait. Les Égyptiens, ils avaient calculé le cycle solaire, les trucs qu'on ne sait pas comment. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas trouvé le secret des pyramides. Donc c'était soi-disant des sauvages. Mais nous, Bliainara, nous, on a Word qui corrige les fautes, la calculatrice qui calcule à la place du cerveau, et les téléphones qui nous permet d'appeler des gens à distance. Mais eux, ils avaient la télépathie, qu'est-ce que tu veux maintenant? Donc en fait, on augmente au niveau superficiel, mais on baisse au niveau fondamental. Ce qu'on appelle des brels. Ce qu'à l'époque, ils appelaient des Jacques. Avec un chant de ralliement très connu, frère Jacques. Restez concentrés, ne me quittez pas. Donc si vous comprenez ça, vous comprenez que quand la Torah, elle a donné la mitzvah, ouais, en fait, elle t'a donné la capacité de maîtriser le temps. Donc quand la Torah, elle t'a dit maintenant, c'est le temps du Kriyat Shema, maintenant c'est le temps de l'Amida, maintenant c'est le temps des Téphilines, maintenant c'est le temps de Sukkot, maintenant c'est le temps de la Teshuvah, maintenant c'est le temps du pardon. En fait, elle t'a donné les clés du temps. C'est pour ça que les tzadikim, ils sont toute la journée en train de regarder la montre. Tac, 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 tac. Ouais. Alors que les autres, ils disent ça, ah, c'est bon, on n'est pas pressé. Si je le fais pas maintenant, je le ferai dans un autre Gilgoul. Ils sont Allah. Un jour, avec Sléma, un talmid là-bas, il m'a raconté, il était avec Sléma, et c'était un vendredi. Et Rav Haikin, Zichron Ibracha, il a entendu qu'il y a des juifs à Marseille qui sont Mehalel Shabbat. Et lui, il était tellement nia dans sa émouna, il a dit, quoi, il y a des juifs à Marseille qui sont Mehalel Shabbat, il faut que j'aille à Marseille pour parler dans les synagogues. Il attrape un bachour, il lui a dit, organise des chalotes, et un peu de jus de raisin, on part à Marseille. Lui, maintenant, les vendredis matin. Imaginez, il y a 25 ans, 30 ans, pour aller d'Aix-les-Bains à Marseille. Ça veut dire la galère, ouais. À quelle heure on va arriver, où est-ce qu'on va dormir? Le gars, il va voir, le petit jeune, il va voir des rabbinim, il dit, écoutez, le Rav Haikin, il m'a dit de préparer, mais qu'est-ce que je fais? Il est vieux, peut-être il a perdu la tête, et puis à quelle heure on va arriver, on ne sait pas où on va dormir, on n'a pas de téléphone à qui joindre quelqu'un, on n'a pas les billets, on n'a pas... Le gars, les autres, il a dit, écoute, le Rav t'a dit, ouais, mais quand même, je suis pas tranquille, ils ont commencé à discuter et tout. Au bout d'un quart d'heure, 1 heure, le gars, il prend les chalotes et tout, il cherche Rav Haikin. Il demande, il dit, vous avez vu le Rav? Il dit, il est parti. Le Rav, il est parti. Il n'a pas les horaires du train. Il n'a pas les chalotes. Il n'a pas le jus de raisin. Il est parti. Tu peux m'expliquer comment l'autre qui a 75 ans, il est plus refif que l'autre qui a 20 ans? Question à 2 euros, qui est le vieux? Tzadikim, Zrizim. C'est ça, Bechipazon. C'est-à-dire qu'ils ont pris l'enseignement de la matzah, qu'ils ont compris qu'il ne faut pas laisser le temps faire. C'est toi qui dois maîtriser le temps. Ah, tu dis, ah, mais c'est pas évident, j'y arrive pas, j'ai besoin de réfléchir, il faut donner du temps au temps, il faut prendre son temps, il faut avoir le temps, et de temps en temps. Alors il dit le Maharal de Prague, Ikar, Toldot, Aikuvim, Ba'a, Mishi, Uizman, la principale cause d'émergence des obstacles est la perte de temps. C'est que toi, tu crois qu'on t'a mis des bâtons dans les roues, toi, tu crois qu'on t'a mis la inara, toi, tu crois que c'est le choix de ta belle-mère. Tu crois que c'est la jalousie, tu crois que la banque, elle n'a pas suivi, tu crois que ton produit, il n'a pas marché. Non, c'est parce que tu es blata, parce que tu es Allah. Ouais, le bon Dieu t'a envoyé une idée. De l'idée, tu en as fait une impulsion. L'impulsion, tu en as fait une réflexion. La réflexion, tu en as fait une décision. La décision, tu en as fait une vocalisation. Et mormé adversaire B. Et cette vocalisation, tu as fait réalisation. Ça, c'est le cycle. Mais regardez ça. Vous le voyez ou non? 5 sur vous.
il y a de l'espace là. Vous me suivez ou non? Si entre l'impulsion et l'idée, tu dors, tu rates. Si entre l'impulsion et la réflexion, tu fais l'intello, tu rates. Si entre la réflexion et la décision, tu perds ton temps, tu rates. Si entre la décision et la vocalisation, tu dis je ne trouve pas les mots, tu rates. Si entre la vocalisation et l'action, tu perds ton temps, tu rates. En français, ça s'appelle mettre des bâtons dans les roues. Alors, je vous donne une image, après je vous laisse partir parce que là, ça fait 1h45, donc il y en a qui doivent prier pour que je m'étouffe. Donc, j'exagère, mais si peu. Donc, c'est un peu comme vous avez l'habitude des westerns. Vous savez, les carrioles là, des westerns, ils avaient les grosses roues en bois là. Et les roues en bois, il y a 6 rayons. D'accord? Le vélo, il y a, disons, 80 rayons, donc c'est un peu dur comme exemple. Mais prenez la roue en bois du carrosse ou de la carriole là, avec les 6 rayons. Ok. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Le mec, il m'a mis un bâton dans les roues. C'est très simple. Il a pris un bâton, un bâton en chaîne, un truc solide, ouais, un manche de hache solide, incassable. Et quand la carriole, elle est passée, ma carriole à moi, elle est passée, le mec, il m'a mis le bâton dans la roue. La roue, évidemment, le bâton, il est passé entre les rayons. Elle a bloqué dans l'axe. Ça a cassé l'axe. Moi, je me suis envolé. La carriole s'est retournée parce que le mec, il m'a mis des bâtons dans les roues. Donc, vous avez compris que la carriole, c'est moi dans ma dynamique de projet et le bâton, c'est l'obstacle. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit le Maharal? Que la principale cause d'émergence des obstacles, c'est la perte de temps. Or, la perte de temps, c'est quoi? C'est l'espace qui est entre les étapes. Si le process, il est comme ça, vas-y, mets un bâton. Si le process, il est comme ça, regarde le bâton. Vous avez compris ce qui se passe? Voilà. Parce que tu as eu l'impulsion, tu as vu que l'idée, elle était bonne. Tu as l'opportunité, tu as l'argent. Le mec, sérieux, il est là. Le partenaire, il est bon. On y va. Attends, il faut laisser décanter. Peut-être qu'il y a un piège caché. Mais baba, on t'a proposé un immeuble à Saint-Mandé, 4 étages, à 950 000 euros. Ok, l'état, il est pourri. Ok, il y a des travaux, mais tu t'en fous. Rien que le terrain, il vaut 4 millions. Si tu le retapes, c'est 1 million par étage. Le tout à 950 000. Pourquoi? Parce que tu as rencontré ta cousine. Ta cousine, elle est secrétaire chez un notaire. Il y avait une grosse affaire, il y avait 84 propriétés. Ils ont tout partagé à la patos. Il reste ça. Personne n'en veut, c'est dégueulasse, c'est mal placé, ils sont gavés. Le notaire, il a dit à la secrétaire, eh ben, Madame Bénichou, qu'est-ce que vous en pensez? Et elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle t'a appelé. Il dit, écoute, moi, mon fils, j'ai rien, mais toi, si tu veux, emprunte à tes copains, fais un truc à la banque. 950 000 euros, c'est une somme, mais d'un autre côté, c'est un immeuble à Saint-Mandé. Et toi, tu m'appelles. Moi, je l'ai eu en vrai. Le mec, il m'a appelé pour me dire, Rav, est-ce que je dois l'acheter? Je lui dis, mais JH2, ça veut dire jeune Hamal au carré. Il est déjà vendu. Mais ça, c'est des trucs, c'est une bonté de Dieu. Le bon Dieu t'a fait un cadeau. Qu'est-ce que t'es? Toi, t'es rien. Ça, c'est les gros agents immobiliers qui viennent avec des patrimoines de 32 millions d'euros et qui achètent des lots comme ça. Toi, on te l'a présenté au prix zéro, au prix professionnel. Parce que c'est passé directement par le propriétaire, que si ça passe par un agent, c'est foutu pour toi, jamais tu le touches, tu regardes même pas. Hein, tu mets ta main, ça brûle. Ouais. Et tu l'as raté, et tu viens me demander est-ce que je dois l'acheter ou non? Mais c'est fini, je te signe sur la tête de ta mère qu'il est vendu. Elle me dit, Rav, vous êtes prophète, effectivement il est vendu. Mais non, non, toute la vie c'est comme ça. Là c'était un diapo immeuble, ça c'était un diapo une fille de folie, ça c'était un diapo une occasion de grandir, ça c'était un diapo changer. Alors vas-y. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, je réfléchis, c'est pas évident. Et il faut se lever, et il faut aller en rendez-vous là-bas, Villeneuve-Saint-Georges, et c'est loin, c'est la grève. Mais vas-y à pied, vas-y à plat ventre. Va! Moi, j'ai vu encore, il n'y a pas très longtemps, un gars, ils lui ont proposé un hôtel, 300 000 euros. Tu dis, ouais, mais il est loin. Mais t'as pas compris. La ville de Paris, elle cherche des endroits pour mettre les gens qui arrivent. Ça peut les mettre. C'est 27 euros par jour par personne. 10 personnes par chambre. 30 chambres. Tu dirais, j'y ai pas pensé. Alors si le cerveau, il a une excroissance de l'estomac, essaye de digérer. Attention, ça produit des gaz. Ben, c'est exactement pareil. La vie, c'est ça. Ouais. Maintenant, si toi, tu laisses du temps, il rentre les bâtons. Mais si quand moi je veux mettre le bâton pour te bloquer ton chariot, la roue elle tourne tellement vite qu'à chaque fois mon bâton il tombe sur un rayon, ça marche pas.
Je ne peux pas te bloquer. Vous me suivez ou non? Ça s'appelle Erfif. Donc l'idée, elle est bonne. Tu n'en parles pas trop. Tu prends une ou deux personnes de conseil qui sont des professionnels, tu leur poses. S'ils te disent c'est bon, tu fonces. Après, tu dis, oui, ben, c'est pas évident. Alors, tu restes dans la catégorie que malheureusement est très développée. Je vous dis, tous les ans, on fait l'élection de Miss Univers et de Miss Monde. Mais quand on va faire l'élection de Miss King, il y aura des candidats. Maintenant, si tu veux rester dans les mesquines, c'est pas grave, il en faut des mesquines à qui on va vendre au détail, d'accord? Donc, si tu veux rester mesquine, reste mesquine. Mais si tu veux faire quelque chose de ta vie et que tu as l'intelligence qu'il faut pour le faire, allez, fonce! Vas-y, bouge! Donc, tu veux finir le chasse, vas-y, d'accord? Tu veux devenir un chacham, ok, tu veux être un dayan, ok, tu veux être un patron de l'immobilier, ok, tu veux développer une application qui va te faire gagner 100 millions d'euros par jour, fais-le! Mais ne reste pas comme ça en disant, oh, ça serait super. Moi, je l'ai vu dans un feuilleton, oh, c'était bien. Oh, Christine, repasse-moi un sandwich, ça m'a donné faim. Et la vie, elle va passer. Alors, regardez sur lauralenou.com et sur laoricom aussi. Il y a tous les scénarios là-bas. Ouais. Mais si tu veux être un acteur de ta vie et pas un spectateur, alors ne laisse pas le temps prendre ta vie en main. C'est toi qui dois prendre le temps de ta vie en main. C'est toi qui prends le temps, ouais, on dit en français prendre le temps de. Ouais, tu prends le temps. Quand tu prends le temps, tu tiens l'essence des choses. Et comme le temps, encore une fois, dans son essence, c'est-à-dire le temps absolu, il est à l'intérieur, donc les gens qui vivent en temps absolu, ils vont être très très rapides. Mais les gens qui vivent en temps relatif, ils vont te dire, écoute, ça prend 30 ans, ça prend 30 ans. Hein. Tu ne peux pas aller plus vite que la musique. Hein. Il faut que les choses, elles se fassent. Hein. Alors, tu m'expliques comment le mec, il a acheté 19 appartements en un seul jour, et toi, tu as mis 21 ans pour payer un 2 pièces à Jouan les Pins. Parce que toi, tu vis en présent relatif, et lui, il vit en présent absolu. Voilà. Hazak Obaour, Kol HaKavod. Alors, c'est pas la peine d'applaudir, c'est pas un spectacle. D'accord. Alors, pour ceux qui veulent, David, on a